Mesdames, Messieurs, chers participants qui êtes présents ici à l'ESCA, et bonsoir aussi à tous ceux qui nous regardent à distance depuis la Belgique, de la France et dans d'autres villes du Maroc. Alors c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à notre conférence sur le leadership du futur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour explorer ensemble les compétences essentielles qui façonneront le leader de demain. Dans un monde en constante évolution, le rôle des leaders a évolué. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus complexes, mais cela offre également des opportunités sans précédent. Aujourd'hui, plus que jamais, il est primordial de comprendre les compétences qui nous permettent d'aller au-delà de nos limites, d'innover, de réaliser des réussites exceptionnelles dans les années à venir. Cette conférence a pour vocation de nous inspirer, de nous outiller et de nous préparer à relever ces défis avec confiance et détermination. Cette conférence, alors avant de vous présenter notre cher panel, je voudrais vous dire que cette conférence a une importance particulière pour deux raisons. La première, c'est que cette conférence marque le lancement de notre troisième cohorte International MBA en partenariat avec HEC Liège. Et nous sommes très honorés de collaborer avec cette institution de renommée pour offrir une formation de très haut niveau pour des futurs décideurs. La deuxième raison, c'est la participation de notre nouveau et notre cher partenaire, qui est l'association We4She, qui est une association dirigée par des femmes dirigeantes et qui œuvrent et qui militent pour la diversité de genre et le développement du leadership dans les entreprises. Nous sommes privilégiés ce soir d'avoir des invités de marque qui apporteront leurs expériences et leur avenir et leur vision d'avenir. Je cite Madame Samira Hamdichi, actuellement consultante internationale en finance inclusive et transformation digitale. Elle a occupé pendant 12 années le poste de directrice générale de Wafa Cash avant d'être promue en 2018 au poste de présidente directrice générale. Avant de rejoindre le groupe Attijari Wafa Bank, Madame Samira Hamdichi a assumé plusieurs fonctions de direction au sein du Crédit du Maroc et avait contribué au lancement de MoneyGram au Maroc. Madame Hamdichi assure actuellement des postes d'administrateur au sein de divers établissements et institutions en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, mais aussi au Maroc. Elle est également administratrice chez CFA, qui est le club des administratrices Maroc, cofondatrice et administratrice de African Women Leaders Network au Maroc. Et enfin, elle est membre fondatrice de We4She. Elle est très active dans le domaine social et particulièrement dans le domaine de l'éducation. Elle partage son expérience avec de jeunes entrepreneurs dans le cadre de l'association Mentorel, dont elle est le mentor. Enfin, Madame Hamdichi a été parmi les 10 premières femmes africaines nominées pour les Berkeley Awards en 2020 et la première marocaine à y être nominée, et nous en sommes très fiers. Merci Madame Hamdichi. Avec nous également M. Ismail Filali, qui est président du directoire de Wafa Immobilier. M. Filali a suivi un parcours de formation à dominante financière. Après une première expérience à Managem, l'essentiel de sa carrière de plus de 22 ans, il l'a passé dans le domaine bancaire et financier. D'abord à la Société Générale en tant qu'inspecteur, puis directeur adjoint de l'inspection générale du groupe, avant d'être nommé président du directoire de la Société de Bourse au sein de la Société Générale et en tant qu'administrateur à la Bourse des Valeurs. En 2009, il rejoint le groupe Attijari Wafa Bank en tant que manager principal au niveau de l'audit général du groupe, avant d'être nommé 2 ans plus tard auditeur général du groupe Attijari Wafa Bank. En 2016, il prend la direction des opérations du groupe, où il a été également administrateur dans plusieurs entités de marché bancaire. Depuis 2020, M. El Filali prend la présidence de directoire de Wafa Immobilier, qui est le leader de l'accompagnement et du financement dans le secteur immobilier. Depuis, il a initié de grands projets d'envergure pour accompagner le développement du secteur. Je vous remercie, M. Filali. Nous sommes également ravis d'avoir un expert de très haut niveau
avec vous ce soir pour intervenir et animer cette conférence. C'est Pierre Guibert, qui est professeur à HEC Liège. Il intervient aussi dans notre programme MBA, International MBA, en commun avec HEC Liège. Alors, il se présente comme toubib d'entreprise. Mais en fait, il n'est pas du tout médecin. Mais on l'appelle très souvent au chevet des entreprises parce que soit ça va mal ou parce qu'il faut que ça aille mieux. Il n'a pas de médicaments avec lui. Ses remèdes, c'est l'énergie qu'il insuffle aux managers pour qu'à leur tour, ils la transmettent à leurs équipes. C'est donc l'implication et la motivation de tous qui l'amènent. En réalité, il fait profiter son expérience aux autres. Il a en effet créé sa propre boîte qu'il a développée, puis il a revendu avec une équipe de plus d'une 50aine de personnes très enthousiastes. Depuis, il est formateur, consultant, auteur, conférencier, coach, sur tout ce qui touche la dynamique des équipes. Et de temps en temps, il est intérim manager en Belgique, où il vit, mais aussi en Europe et dans d'autres pays en Afrique. Ce soir, Pierre Guibert partagera son expérience avec nous et il dirigera les débats. Et je vous remercie, Guibert. Nous espérons que cette conférence sera pour vous une source d'inspiration. Il ne reste plus que vous souhaiter une excellente conférence. Merci Yasmina. Ça fonctionne le micro? Oui. Je vois que tu as coupé mon ordinateur. C'est pas grave du tout. Je vais le relancer. Non, non, il n'y a pas de... Je vais éteindre. Ça apparaît, Amine? Voilà. Ok. Voilà, merci donc Yasmina, merci à vous. Je suis très content d'être parmi vous. J'essaie de venir régulièrement au Maroc, comme dans d'autres pays. Je retrouve des étudiants que j'ai eus l'année passée et j'ai à nouveau un groupe d'étudiants à partir de demain. Et donc en fait, je vais essayer de travailler comme je le fais tout le temps en étant extrêmement interactif. Et donc, je vais vous donner la parole. Au début, il n'y aura pas de micro, vous parlerez suffisamment fort et je répéterai ce que vous avez dit de manière à ce que les gens qui nous suivent en ligne puissent comprendre ça. Après, tout à la fin, il y aura des possibilités de prendre des questions du public. J'ai dit à nos deux amis ici, Samira et Ismaël, que je ne connaissais pas, qu'ils pouvaient intervenir à tout moment et je leur ai même autorisé à ne pas être d'accord avec moi. On verra. On n'a pas le même profil. Vous connaissez. Oui, je suis prêt. Je suis prêt à tout. Et eux aussi m'ont-ils dit. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce bonhomme qui est là. Ça vous dit rien? C'est quelqu'un qui est assez connu. Il est né en Algérie, en fait, mais c'est un Français. C'est Jacques Attali. Jacques Attali a été conseiller de Mitterrand, puis conseiller de pratiquement tous les présidents de la République en France depuis. Il a un CV quand même assez incroyable. Il a été président d'une banque, il a été Sherpa des présidents, et il écrit des essais, il écrit des romans. Et j'ai appris récemment qu'il était aussi chef d'orchestre. Il faut le faire quand même. Et donc en fait, j'ai assisté à une conférence de sa part il y a quelques années. C'était en 2018 et vous comprendrez que l'année a de l'importance. Et il nous a sorti quelque chose de ce type-ci. C'est-à-dire, il nous a dit, l'optimisme et le pessimisme, ça n'appartient qu'aux spectateurs. Nous, les acteurs, qu'on soit optimiste ou pessimiste, il ne faut pas. On va essayer d'ailleurs ici de mettre ça de côté. On ne va pas être optimiste et on ne va pas être pessimiste aussi. On va voir la réalité, les différents scénarios qui peuvent exister, parce qu'en fait, les acteurs, ils ne doivent faire qu'une seule chose, c'est gagner. Alors, il avait un peu de culot quand il est venu parler de ça en Belgique, parce que c'était en 2018, je vous l'ai dit, c'était un mois avant la phase finale du Mondial. Pas celui de l'année passée, que vous avez bien connu, hein, mais celui d'il y a 4 ans, enfin 5 ans maintenant. Et il a dit, ben, nous on peut être optimiste, vous pouvez être pessimiste, il nous l'a dit comme ça, parce qu'effectivement, peu de temps après, ben, la France éliminait la Belgique en demi-finale, si j'ai une bonne mémoire. Et donc c'est resté un peu... il avait des raisons d'être optimiste. Cela dit, si j'ai bonne mémoire aussi,
crois qu'il y a un autre pays qui a battu la Belgique il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est Nobel, je n'étais pas très heureux. Voilà. Mais soit. Et donc, en fait, on va voir que l'intérêt pour nous, c'est de mettre de côté cet optimisme ou ce pessimisme. On va voir c'est quoi l'avenir, c'est quoi le futur. Je ne sais pas si vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à ça. On va essayer de mettre de côté cette appréciation-là pour dire, voyons la réalité. Et voyons comment on peut, hein, vous avez des âges différents dans la salle, comment on peut relever les défis de demain sans être ni optimiste ni pessimiste. Alors je vais commencer par un petit quiz, ça va? Et donc je vais vous poser des questions, ça va? Et vous essayez de répondre, il n'y a pas de prix, il n'y a pas non plus d'honneur, c'est simplement pour participer aux interactions. Alors, première question, à votre avis, combien d'emplois vont-ils disparaître dans les 10 ans qui viennent au monde? Est-ce que vous avez une hypothèse? Une trentaine d'emplois? Un peu plus, un peu plus. Des centaines de millions. 2 milliards. Alors en fait, certains futurologues parlent de 2 milliards. 2 milliards d'emplois au monde qui vont disparaître dans les 10 ans qui viennent. Je ne sais pas si c'est vrai, personne ne peut dire si c'est vrai ici, mais moi je crois que ça a un fond de vérité. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il faut savoir qu'effectivement, avec l'intelligence artificielle que vous connaissez, avec la robotisation, avec les concentrations, etc., ben oui, l'emploi va souffrir. L'emploi, il ne va plus tomber du ciel. L'emploi, c'est quelque chose qu'il faudra gagner. Et donc, il faut être lucide par rapport à ça. Et donc, le leader de demain, il doit savoir que, effectivement, ben, ça va être relativement difficile socialement. Moi, je viens d'une génération où on nous faisait bercer le fait qu'on rentrait dans une entreprise pour la quitter au moment de la pension avec une belle progression. C'est plus vrai. En Europe, la réalité des emplois à durée indéterminée à temps plein, c'est quasi fini. Aux États-Unis, je crois que le nombre d'indépendants a déjà dépassé le nombre d'emplois. Donc voilà, premier décor que je plante, qui n'est pas très favorable. Mais une autre question, peut-être un peu plus optimiste, à votre avis, combien de métiers 2030 n'existent pas encore, en pourcentage? Vous direz. 80%. Non, en pourcentage, en pourcentage. Alors, les futurologues, à nouveau, c'est encore c'est une vue de l'esprit peut-être, hein, mais en tout cas, ils parlent de 60%. C'est génial. C'est génial parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui nous attendent. Il y a des choses qui nous attendent. Non, il y a des choses à faire par rapport à ça. Il y a des besoins à répondre, il y a des demandes auxquelles il faut répondre, etc. Et donc il y a effectivement un boulevard. Alors je ne dis pas que ça va remplacer les 2 milliards d'emplois, ces 60% de métiers. Mais ça veut dire que ces pourcentages de métiers, ces métiers ne vont pas exister nécessairement avec des investisseurs. J'ai des financiers ici avec nous, mais ce n'est pas nécessairement des investisseurs ni des patrons, ça va être aussi les gens qui vont créer leur propre emploi. Pour autant qu'ils le veuillent, pour autant qu'ils soient formés, pour autant qu'ils soient encadrés, etc. Voilà, ça c'est un chiffre un peu inquiétant et un chiffre un peu plus rassurant. Troisième question, à votre avis, et vous allez m'en citer, quels sont les secteurs qui peuvent échapper à l'intelligence artificielle? Allez-y. Les métiers d'aide. Les métiers d'aide? Ben non. Il y a, il y a déjà des choses qui existent avec des intelligences artificielles. Il y a des films d'ailleurs qui sont peut-être terriblement flippants par rapport à ça, où c'est en fait une intelligence artificielle qui joue le rôle de psy. Les infirmiers vont pouvoir faire leur travail humain, mais vont effectivement vont être secondés par des robots qui vont bien porter les malades, les patients, qui vont les laver, etc. Donc, métier d'aide. Donc je ne pense pas. D'autres hypothèses? L'enseignement, mais l'enseignement maintenant, l'enseignement se fait aussi en ligne. Moi, j'enregistre déjà des prestations, et puis le jour où je serai mort, ben, je pourrais continuer à enseigner grâce à mon enregistrement, grâce à une intelligence artificielle, grâce à des applis, etc. Oui. Le secteur juridique, mais il est rempli. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ChatGPT. Les avocats, ils ont à réagir par rapport à ça. Tu passes un contrat maintenant avec n'importe qui, tu demandes à ChatGPT
un contrat de cession de droit ou un contrat d'achat, etc., 10 secondes après, tu l'as. Et alors, bien sûr, tu peux faire en sorte de le faire checker par un avocat, mais donc l'avocat, il ne fera plus que checker ou valider quelque chose. Il y aura une valeur ajoutée certainement, mais il sera de toute façon affecté par la... Oui. Je pense que c'est commerciaux, parce qu'on aura toujours besoin des hommes qui nous... Et tout le commerce en ligne. Les commerces en ligne qui sont faits avec Amazon, qui travaillent avec des robots pendant toute la nuit, et qui font des livraisons, etc. Alors les développeurs, Comment? les développeurs, ils laissent ChatGPT. Oui, c'est vrai, mais ils commencent à se développer eux-mêmes, par eux-mêmes. Les ordinateurs ont inventé un langage, eux, entre eux, que les humains ne connaissent pas, que les humains ne peuvent pas. La construction et tout ce qui est manuel, en fait. La construction. Les plans ça peut être fait aussi par... Et il y aura des machines de plus en plus performantes. La robotisation, c'est quelque chose. Mais je crois que la réponse a été donnée. La réponse, c'est la réponse que tu as donnée. Aucun. Je crois vraiment qu'aucun secteur ne sera épargné par l'intelligence artificielle. Comment? Non, je ne dis pas qu'il va supprimer tous les métiers. Non, du tout. Mais c'est clair que ça va affecter tous les métiers. Je vais prendre un exemple. J'ai travaillé récemment avec une de mes anciennes étudiantes qui faisait un film, un court-métrage de fiction. Et donc je travaille avec elle et je lui dis, passe-moi ton synopsis, donc le résumé de 4 pages de son scénario. Elle me le passe sous format électronique, je discute avec elle, et sans lui dire, j'introduis son synopsis sur ChatGPT en lui demandant, tiens, ChatGPT, me dis-moi ce que tu penses de ça. 10 secondes après, j'ai un résumé, personne ne peut faire un résumé en 10 secondes de 4 pages comme ça, qui est tout à fait pertinent, et il me donne les critiques tout à fait pertinentes. Tout en parlant avec cette étudiante, je demande, tiens, est-ce que tu as des pistes pour améliorer? 10 secondes après, il me donne des pistes pertinentes aussi. Puis je continue, et je dis maintenant, est-ce que tu peux me transformer ça en scénario, en script? Alors je ne sais pas, pour ceux qui connaissent ça, le scénario correspond à un type d'écriture tout à fait particulier, avec une mise en page tout à fait particulière. ChatGPT me l'a sorti. 30 secondes après, sur base du synopsis que la fille avait peut-être pondu pendant des semaines et des semaines, j'avais une critique avec des suggestions d'amélioration et ainsi. Je lui ai montré, elle était dégoûtée. Et je lui ai dit, mais non, il ne faut pas être dégoûté. C'est des outils qui s'offrent à nous et qu'on peut tout à fait exploiter, qu'on doit exploiter. C'est le vrai challenge. Ah, c'est le vrai challenge. Parce qu'en fait, c'est comment faire pour que l'humain reste maître de tout ça. C'est de ça qu'on va parler. S'il n'est pas maître, il n'y a plus de vie. Ah, tout à fait. Alors, bien sûr, il y a les futurologues, la fiction qui s'imaginent que les machines vont prendre notre place, vont nous supprimer. Ce ne sera peut-être pas mauvais pour la planète, hein, parce que c'est... Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça qu'on va essayer de voir. Comment nous, les humains, on peut trouver notre compte par rapport à ça et ne pas se laisser faire par la machine. Il faut savoir que les gens qui vont refuser l'intelligence artificielle, qui vont dire non, moi je ne veux pas parce que ceci ou parce que cela, ils ont tort, parce qu'elle ne va pas les attendre. Et actuellement, moi je viens de Belgique, je l'ai dit, mais je ne sais pas pour ceux qui connaissent, il y a 2 régions essentielles en Belgique, il y a les flamands et les francophones. Et les francophones, on se débrouille toujours pour être les derniers de tout par rapport à ça, etc. Et donc j'ai assisté à un congrès sur l'intelligence artificielle en Wallonie. Et ben déjà, on était, alors c'était 1 mois après l'arrivée de ChatGPT, on disait déjà, on est en retard. Et ce retard, on va le payer. Et donc, je crois que, voilà, j'ai donné le ton, on va faire en sorte que on ne puisse pas nier ces choses-là, hein, ne soyons ni optimistes ni pessimistes, mais voyons un peu comment on peut le faire sans nier l'humain, évidemment. Alors, j'aime bien cette question ici. À votre avis, en pourcentage, hein, pas en milliards d'années, en pourcentage, quel est le temps de travail sur une vie complète? En pourcentage, oui. 80. 30. Vous savez, hein, je vous l'ai dit l'année passée, mais vous avez peut-être oublié. Comment? D'autres hypothèses? Eh bien non. On travaille beaucoup moins qu'on pense. C'est aux alentours de 11%. Et j'ai fait le calcul pour le Maroc. Hein. Chez nous, c'est 10% et en France, c'est un peu moins. Alors, non, c'est un peu. Vous travaillez? Oui, c'est un peu plus. Parce que vous avez 42 heures ou 46 heures par semaine. Mais il y a moins d'actifs. Oui. Oui, mais
en moyenne, une personne travaille chez à peu près 10%. Imaginez que vous arrivez sur Terre, avant d'arriver sur Terre, on vous dise « Ah, tu vas arriver sur Terre, tu vas vivre 82 ans en moyenne, 81 ans, 80 ans. La seule chose qu'on te demande, c'est de bosser 11% de ce temps-là pour subvenir à tes besoins et à ceux de tes enfants. » Deal tout de suite. Hein. On dit top là, bien sûr. Et maintenant, pourtant, plein de gens disent « Mais on travaille trop. » On a une telle charge mentale sur le travail qu'on en souffre. Le mot travail vient du mot tripalium en latin, qui est un instrument de torture. Plein de gens disent « Moi, je veux travailler pour vivre et pas vivre pour travailler. » Ben, c'est la réalité. Mais on a une telle charge mentale sur le travail qu'on en souffre. Et c'est pas normal d'en souffrir. Le travail devait être quelque chose de totalement épanouissant si on veut sauver le travail humain par rapport à ce qui se passe maintenant. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose qu'on essaie de voir, c'est que justement à l'heure où la machine est là, la machine devient de plus en plus intelligente, nous menace de plus en plus, jusqu'à présent la machine c'était une aide, un assistant, qui nous permettait d'éviter une certaine forme de pénibilité. Et donc maintenant, elle est là, elle risque de prendre le pouvoir, mais faisons en sorte que garder ce pouvoir-là, en faisant en sorte aussi que le travail soit beaucoup plus agréable. Et là, pour tous ceux d'entre vous qui sont managers ou qui s'apprêtent à l'être, on a un fameux défi, rendre le travail agréable. Ça va? Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce bonhomme, il est encore moins connu que Attali. Alors, je vous le dis en même temps ici, hein, toutes les images que j'affiche sur mon PowerPoint sont des images qui ont été générées par intelligence artificielle. Il n'y a pas une seule vraie photo. Je n'avais pas envie de payer des droits d'auteur ou d'être poursuivi par rapport à ça. Et donc, chaque image, ça m'a pris 1 minute ou 2 de la faire. C'est incroyable. Et elles sont créées de toutes pièces par un logiciel. Mais donc, ici, c'est Yuval Noah Harari. C'est l'auteur de Sapiens. Je ne sais pas si vous l'avez connu, vous avez lu. Il a écrit aussi 21 questions pour le 21e siècle. Et dans ce dernier bouquin, c'est une des têtes pensantes très très courtisées un peu partout dans le monde, etc. On voit plein d'interviews. Et il disait, il ne faut plus enseigner des techniques. Parce que les techniques, elles sont tout de suite obsolètes. Allez, moi il y a 10 ans, si un de mes enfants me disait, je veux être interprète, ouais, génial, super boulot. Interprète, et surtout s'il prend le chinois et le japonais. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'interprète. Hein. On a ça hein, avec nous. Alors c'est pas encore au point, c'est pas encore tout à fait top, c'est pas très agréable non plus, mais ils ont une technique terrible par rapport à ça. Et donc ça veut dire que lui, il disait, n'enseignons plus des techniques qui vont être obsolètes. Enseignons les 4 C. À votre avis, c'est quoi les 4 C? Vous pouvez le trouver. Oui. Communication. Critical thinking. Comment? Critical thinking, l'esprit critique. Oui. Et collaboration. Oui. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ben, la 4e, allez, qu'est-ce qu'il faut pour créer ces métiers? C'est la créativité. Super. Mais donc oui, effectivement, la collaboration. Plus aucun métier n'existe seul. C'est fini ça. Même un artisan, il doit vendre, ou il doit faire connaître, etc. Et donc, il faut travailler. C'est pour ça qu'on parle de l'économie collaborative. C'est une économie où on va essayer de prendre les meilleurs pour faire en sorte d'offrir le meilleur service ou le meilleur produit. La communication, parce que... Alors moi, je viens de la communication. Je peux dire qu'on est dans le siècle de la communication. Manager une équipe, manager des projets, manager une entreprise sans communiquer, ça ne va pas. Et je reviendrai sur ces aspects-là. Il faut communiquer, et notamment pour faire en sorte de rencontrer l'humain, la motivation, l'implication. La créativité, ben oui, il faut trouver... Si on a un fameux défi devant nous, par rapport à ce qui va se passer dans les années qui viennent, avec ces 2 milliards d'emplois qui vont disparaître, avec les métiers à créer, et avec cette menace, une opportunité de la machine, il faut être créatif. Et il faut, tu as raison, et c'est le premier que tu as mis en évidence, non, le deuxième que tu as mis en évidence, l'esprit critique. Et je crois que ça, c'est une clé considérable. Si on n'a pas d'esprit critique, on va se planter. Et donc, ça veut dire qu'il faut autoriser l'esprit critique dans nos équipes, dans nos entreprises. Moi, je leur ai dit, hein, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, tant mieux, c'est le dialogue, c'est le débat, et on aura l'occasion de discuter. Ça va? Donc ça, c'est les 4 C, et c'est vraiment ça que... Mais moi, bon, je ne connais pas l'enseignement ici, hein. Je peux dire que dans mon pays, on est loin de tout ça.
l'enseignement n'enseigne pas du tout ça. Il est tout à fait à côté de la plaque par rapport à ça. Et c'est gravissime parce qu'on est en train d'accumuler un retard sur ce point. Voilà, alors ici c'est encore un bonhomme encore moins connu. D'ailleurs, quand j'ai demandé à mon logiciel d'intelligence artificielle de me créer une image, il m'a pas dit, il ressemble pas du tout en fait. Là, c'est pas grave, personne ne le connaît, mais c'est Douglas McGregor. Et Douglas McGregor, c'était dans les années 60. Il avait mis en évidence le fait qu'il y avait deux théories en people management. La théorie des X et la théorie des Y. Je ne sais pas pourquoi il a appelé ça comme ça n'a rien à voir avec les chromosomes, ça n'a rien à voir non plus avec les générations. Le postulat de départ de la théorie des X, c'est ceci, c'est l'être humain n'aime pas le travail et n'aime pas les responsabilités. Et donc, il faut aller avec la carotte et le bâton. Et les gens qui tiennent avec cette théorie, qui pensent à cette théorie, prouvent qu'ils ont raison, parce que dès qu'ils ont le dos tourné, ben, les gens ne travaillent plus. Ils disent le chat est parti, les souris dansent. Et la deuxième théorie, la théorie des Y, son postulat de départ, c'est dire le travail, c'est une activité dans laquelle on peut prendre son pied, dans laquelle on peut s'épanouir, dans laquelle on peut avoir du plaisir. Comme on aime bien faire une promenade, une randonnée, comme on aime bien faire à manger, etc., mais on peut avoir du plaisir à travailler. Pour autant qu'on ait un niveau d'autonomie suffisant. Et donc, clairement, tout le reste de mon intervention va porter là-dessus, sur la théorie des Y et pas sur la théorie des X. La théorie des X, en fait, je pourrais comparer. En fait. La théorie des X, c'est le taylorisme. C'est fini le taylorisme. Si on continue à croire que le taylorisme peut arriver, on va se faire avoir par la machine. Avant, la machine, l'homme était un complément de la machine. Maintenant, la machine va devenir un maître si on reste avec le Taylor. Et donc, il faut viser... Alors moi, c'est une référence qui est ancienne aussi, mais qui reste tout à fait d'application. C'est Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de besoins de Maslow. Ça reste encore un excellent outil d'inspiration pour tout manager et pour tout DRH. C'est viser cette motivation. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment vers ça qu'on va aller, la théorie des... Alors, voilà, ça c'était ma petite intro. Vous pouvez continuer à intervenir quand vous voulez. Vous avez vu, c'est un peu les règles du jeu. Mais je vais déjà vous livrer quelques clés pour être le leader du futur. Quelques clés qu'il faut appréhender, qu'il faut comprendre. Alors la première, je l'ai dit, il faut absolument miser sur cette théorie des Y. Le travail qui ne prend que 11% de notre temps sur une vie, ça doit être porteur d'épanouissement, de bonheur. C'est pas un but en soi, le bonheur au travail, mais c'est un moyen considérable de passer une bonne partie de sa vie agréablement, parce que si on travaille que 11%, sans tenir compte de nos âges d'enfance et puis de nos âges plus tard, quand on est dans nos belles années de productivité, ben évidemment c'est plus que 10 ou 11%. Ben, faisons en sorte que ça soit vraiment plaisant, que ce soit agréable, qu'on puisse se dire chouette, je vais travailler, plutôt que de dire comme un lundi. Et donc voilà, ça c'est la théorie des Y, et pour ça, pour la théorie des Y, il faut apprendre à déléguer. C'est génial. Déléguer, c'est vraiment une clé considérable. Qui est manager ici dans la salle? Il y en a quelques-uns aussi. Bien, apprenez à déléguer, c'est vraiment le jour, je m'en souviendrai toujours, le jour où j'ai signé une lettre que je n'avais pas écrite moi-même, je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. C'est bête, hein, c'est stupide. Mais ça a vraiment signé des lettres comme ça. Bah oui. Et on prend le pli, hein. Bien sûr, il faut vérifier, hein, il faut contrôler. Hein. On ne peut pas signer les yeux fermés. Hein. Il faut faire confiance. Hein. Ouais. Alors, je l'ai dit aussi, ne refusons pas l'intelligence artificielle. Ce serait une erreur grotesque. Je vais raconter, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous n'ont pas connu cette époque-là, dans les années 80, le Macintosh est arrivé. Il y avait des graphistes. Les graphistes, à ce moment-là, ils travaillaient avec leurs doigts, le cutter, la colle, les lettres alpha, je ne sais pas si vous voyez ce que c'était, etc. quoi. Et ils faisaient leur création comme ça. Et quand le Mac est arrivé, ils ont dit c'est pas un informaticien, même s'il s'appelle Steve Jobs, qui va m'apprendre mon métier. Moi, mon métier, il est dans la tête, dans les doigts, dans mon savoir-faire. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu tous les geeks qui existaient déjà à ce moment-là, qui ont plongé sur le Macintosh et qui ont proposé des services de graphistes.
Et pour les clients, moi j'étais un client graphiste. Quand j'avais quelqu'un qui manipulait bien le Macintosh et qui me sortait quelque chose de tout à fait potable, et que je pouvais dire ah, peut-être la couleur un peu plus forte, tout ça, et il changeait ça en quelques secondes, c'était quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rapide et nettement moins cher que quand il disait ah ben j'ai besoin de 2 semaines maintenant pour refaire le travail. Et donc les graphistes ont refusé ostensiblement le Macintosh. Maintenant ils travaillent tous avec un Macintosh. Même chose avec les architectes. Les architectes, c'est un métier qui a complètement changé. Et donc, il faut vivre avec son temps. Ce n'est pas parce qu'on refuserait quoi que ce soit en matière d'intelligence artificielle qu'elle va se passer de nous. Au contraire, elle va... Enfin, oui, qu'elle va se passer de nous. Elle ne va pas nous attendre. Ça va? Ça, c'est vraiment une clé. Et allez-y, moi, ces derniers temps, je suis intervenu pas mal dans des pays autres que la Belgique. Et je me rendais compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas ces outils. Or, ils sont à la portée de tout le monde. Vous pouvez aller ce soir sur ChatGPT, vous pouvez aller ce soir sur les logiciels de création d'images. Moi, le logiciel que j'ai utilisé, je paye 7 € par mois. 7 € par mois pour me faire des centaines d'images. C'est rien du tout comme prix par rapport au prix d'un illustrateur. Dorénavant, toutes mes couvertures de bouquins, je vais les faire sur ChatGPT, sur Midjourney. Alors, on arrive par rapport à ce que Samira nous disait tout à l'heure, ne faisons pas en sorte de perdre l'humain. Et donc, qu'est-ce qui va différencier l'humain de la machine, en fait, à votre avis? L'émotion, bien, c'est super. C'est sûr, ce sont les émotions. Je suis désolé, ça ne se voit pas très bien, mais en rouge, j'ai marqué émotion. C'est ça qui nous distingue de la machine. C'est vraiment quelque chose où on vit d'émotions. Et donc, il faut que le lieu de travail soit un lieu dans lequel il y a des émotions. Les machines, elles ne rigolent pas entre elles. Les machines, elles ne passent pas du temps agréable, mais les machines passent du temps, point, c'est tout. Et donc, on va voir c'est quoi, en fait, les 3 savoirs que nous devons disposer, dont nous devons disposer. C'est assez simple. Le savoir théorique, on va dire. Le savoir théorique, ben, on l'a appris à l'école. Il est stipulé par notre diplôme. Bien sûr, on peut faire des formations comme ici pour augmenter notre savoir, mais c'est un savoir qui est installé chez nous, dans notre néocortex, et qu'on va pouvoir exploiter toute notre carrière. Ça, c'est le premier savoir. Le deuxième, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est notre expérience, notre pratique. Le fait que, oui, on prend de la bouteille avec l'âge et tout ça, et donc, suivant notre âge, suivant notre génération, ce savoir-faire, il est plus ou moins important. Il faut savoir que nos compétences, elles augmentent tout le temps. C'est clair que nos compétences, elles augmentent. Et donc, même si les techniques changent, ben on va upgrader les compétences. Ça, c'est les 2 savoirs auxquels on accorde beaucoup d'importance. Et puis, un troisième savoir, c'est le savoir-être. Le savoir-être, on ne nous apprend pas ça. On n'a pas des cours de savoir-être. Il n'y a pas des diplômes de savoir-être. Et l'école nous enseigne très peu ces aspects-là. Et même moi qui suis formateur en people management, je constate qu'il y a peu de formations qui investissent là-dedans. On va plutôt travailler sur les aspects de savoir et de savoir-faire, et pas tellement sur le savoir-être. Or, pour moi, il est crucial. C'est le savoir-être qui fait faire la différence. Et surtout, non pas seulement entre nous, entre managers, bien sûr, il y a des différences énormes qui peuvent exister. Je prends un exemple. J'aime bien commencer ça. J'ai commencé avec le foot tout à l'heure. L'équipe de France de football, alors c'est un peu loin, hein, mais en 98 et en 2002, en 98, ils ont gagné. Je ne sais pas si les Français dans la salle. Ils nous ont suffisamment rabâché après. Ils étaient contents et on était contents. Ils ont gagné en 98 avec la même équipe, quasi la même équipe. 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent. Mais lamentablement, ils ne marquent pas un seul but alors qu'ils ont le meilleur joueur du monde, le meilleur gardien de but du monde et les 3 meilleurs buteurs des championnats principaux en Europe. Ils ne marquent pas un seul but. C'est quoi la différence? C'est les mêmes. Ils ont pris de la bouteille. Et pourtant, ils perdent lamentablement. C'est pas le même leader. On a aimé Jacquet en 98. Quand il parle, tout le monde l'écoute. Tout le monde boit ses paroles. Tout le monde l'écoute, l'entend, le comprend. Et il gagne. 4 ans plus tard, alors,
je crois qu'il n'est pas dans la salle parce que je crois qu'il ne m'aimerait pas parce que je parle quand même souvent de lui dans ces termes-là. Il y a Roger Lemaire qui a pris la succession d'Aimé Jacquet, et Roger Lemaire dans le vestiaire gueule. Il crie, il vocifère, il fait des phrases à l'infinitif. Il cite le nom, c'est intéressant. Aimé Jacquet utilisait les prénoms, Roger Lemaire utilisait les noms de famille, etc. Il n'a pas le charisme. On ne l'écoute pas. Et donc, il parle, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, on ne comprend pas. Et donc, c'est là que cette équipe qui était meilleure en 2002 qu'en 98 a gagné en 98 grâce justement à ce savoir-être d'Aimé Jacquet qui est infiniment respectable. Et moi, quand il y a une vidéo qui s'appelle Les yeux dans les bleus, quand je regarde cette vidéo, j'ai chaque fois des émotions, tellement ce type, il est brillant, pourtant critiqué parce qu'il ne communiquait pas bien. Et c'est pas l'éloquence qui compte, c'est l'âme, c'est ce qui sort, ce qui communique par rapport à ça. Et donc, il faut savoir que le savoir théorique et le savoir-faire, qui va gagner pour l'instant? La machine. Elle gagne. Et je crois que ça va être difficile de reprendre du galon face à la machine sur ces deux aspects-là, parce qu'elle va vite, la machine. Elle a une mémoire considérable par rapport à ça. Et donc là où nous, on va gagner, c'est le savoir-être. C'est effectivement là que, en tout cas pour l'instant, hein, peut-être que ça ne va pas toujours être le cas, mais allons-y, utilisons, développons notre savoir-être, réfléchissons à notre manière de parler, notre manière d'enthousiasmer nos équipes, c'est ça la clé du leader de demain. Alors, je l'ai dit, Yasmina l'a dit dans son introduction, moi je ne crois qu'à une chose, c'est la motivation. Je l'ai dit tout à l'heure, les compétences, elles augmentent tout le temps. Avec l'âge, on augmente les compétences, c'est normal. La motivation, c'est plutôt l'inverse. La motivation, je ne dis pas qu'elle diminue tout le temps, mais qu'elle est toujours attirée vers le bas. Pour des tas de raisons, parce que on se connaît, et donc on commence à avoir des conflits. Des conflits de communication, on n'en a pas entre gens qui ne se connaissent pas, ça n'existe pas. Il faut de la proximité pour avoir des conflits de communication. Et donc, parce qu'on a une brette, on a une engueulade, on va commencer à se méfier les uns des autres. Et donc, c'est pour ça aussi que la motivation a diminué. Avant, on était souvent moins nombreux dans les entreprises, il y avait moins de procédures, c'était moins compliqué, on se parlait plus facilement, on était dans un même siège et tout ça. Avant, on était tous, même les plus jeunes d'entre nous, plus jeunes, en meilleure forme, plus beaux, etc. Et donc, on a cette difficulté à faire face à la réalité, et donc c'est dans ce sens-là que la motivation diminue très souvent, et que donc le rôle du chef, c'est booster la motivation. Et donc pour ça, c'est non seulement booster la motivation, mais c'est aussi l'implication. Pensez à une chose, c'est que la plupart de vos collaborateurs, pour ceux qui sont managers ici, gagnent 100% de leurs revenus par le boulot qu'ils font pour vous. Et donc ça vaut la peine quand même qu'ils soient plus dans une attitude constructive, impliquée, optimiste, même si j'ai dit qu'il ne fallait pas trop l'être, que râleur, revendicateur, etc. Mais s'ils sont revendicateurs, c'est peut-être de votre faute aussi, vous les managers. Il faut pouvoir les emmener dans cette implication. Alors, pour ça, il y a une chose qui est essentielle. C'est créer et développer le sentiment d'appartenance. Il faut que vos collaborateurs soient fiers de faire partie de votre boîte, qu'ils soient fiers de faire le boulot qu'ils font. Ils doivent sentir que c'est leur boîte. Moi, c'est quand j'ai réussi, oui j'ai réussi, j'ai créé une boîte et en très peu de temps elle s'est développée. J'étais l'actionnaire unique, mais j'étais convaincu que tout le monde était considéré que c'était leur boîte, pas en termes d'actionnariat, hein, mais ils étaient mariés avec cette boîte. Et ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une stratégie et qui passe notamment par une chose, c'est la communication. Vous ne pouvez pas, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas obtenir de résultats sur le plan de l'implication de vos collaborateurs si vous ne communiquez pas avec eux. Je ne dis pas que la communication externe n'a pas d'importance, mais la communication interne, elle est cruciale. Et alors, si je me suis permis de critiquer un peu la Belgique, qui s'était fait battre par une équipe africaine que vous connaissez bien au dernier mondial, je vais quand même un peu écorner en matière de communication interne. Je vais parler d'une expérience que j'ai eue ici au Maroc avec une boîte que vous connaissez. Alors, ne le racontez pas, mais je vais quand même, d'habitude je ne cite pas mes clients, surtout si c'est pour les critiquer, mais j'ai eu l'honneur
le plaisir de faire l'audit de Maroc Télécom il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années je crois, en matière de communication. Placez-vous il y a 18 ans. Il y a 18 ans, il n'y avait pas le cloud, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas les smartphones, et donc téléphoner, ça coûtait cher. Maintenant, on téléphone comme ça ne coûte plus rien d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et ça. À l'époque, ça coûtait très cher. Et Maroc Télécom avait eu la génialité de développer un tarif spécial pour tous vos potes qui vivent en Europe, dans les différents pays d'Europe. Ils avaient fait une campagne de communication, une autorité de promotion de ce tarif-là avec les opérateurs nationaux. Ça coûtait cher, les campagnes de communication externe coûtent cher. La communication interne, elle ne coûte rien. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié de le dire en interne. Ça n'aurait pas coûté un dirham de dire ça à leur place. À l'époque, je ne sais pas comment ils en sont maintenant, il y avait 11 000 personnes chez Maroc Télécom. Ces 11 000 personnes, qui étaient pas au courant, avaient tous des amis, de la famille, en Europe. Je crois que c'est le cas pour pratiquement tous d'entre vous. Et donc, après 1 an, 2 ans d'existence de ce tarif-là, ils se sont fait méchamment interpeller par leurs potes, leurs cousins, leurs frères, qui disaient « Enfin, tu travailles chez Maroc Télécom et tu n'es même pas capable de me dire que j'aurais pu te téléphoner moins cher !» Et tous répondaient « Ah, tu sais, ici, dans cette boîte, on est au courant de rien. » Et donc, c'est ça qui est incroyable. Pensez ça, que sans un dirham de dépenses supplémentaires, les 11 000 personnes auraient été 11 000 promoteurs, et en fait c'était 11 000 détracteurs. C'est idiot, c'est idiot, c'est idiot. Pensez à la communication interne. Développez votre communication interne, c'est crucial. Et donc la motivation, il faut un levier pour générer cette motivation. Vous devez vous dire, la motivation de mes collaborateurs, j'en fais mes affaires, j'en fais mon affaire, mes équipes, j'en fais mon affaire. Il faut que tout le monde soit 100% des gens doivent être motivés. Et en fait, je vais voir 4 leviers avec vous. 4 leviers de la motivation. Et vous allez tout de suite voir que l'argent, le salaire, l'augmentation de salaire n'en fait pas partie. C'est une conviction que j'ai. Bien sûr, le salaire est important. Et une entreprise qui dirait, vous savez, chez nous, on n'a plus d'augmentation de salaire dans les 40 ans qui viennent, c'est une entreprise qui aura des difficultés. Mais le salaire n'est pas un levier de motivation. L'augmentation, la perspective d'une augmentation n'est pas un levier de motivation. Le salaire, c'est un critère de satisfaction ou d'insatisfaction qui est totalement personnel. Vous pouvez être satisfait ou non du salaire que vous touchez, c'est votre affaire personnelle, à vous d'agir en conséquence. Mais pour trouver les leviers, je vais vous en citer 4 auxquels je crois profondément. Le premier, c'est le respect. C'est une valeur morale, mais tout simplement parce que si je suis à côté de cette valeur morale, si je suis dans l'irrespect, si vous avez l'impression que je ne vous respecte pas, que je vous brime, que je vous engueule, que je ne suis pas empathique, etc., faites en sorte que ça ne va pas. Et donc on ne vous suivra pas. Et donc, respectez. Il faut que ce respect se sente au quotidien. Ça, c'est le savoir. Le deuxième, c'est le sens. C'est les gens travaillent pour le sens. Ils veulent effectivement savoir à quoi ils servent, pourquoi on leur demande de se retrousser les manches, pourquoi on leur demande de faire un effort avec ça. Il faut leur expliquer ça. Et de plus en plus, je ne vais pas refaire, parce qu'il y a eu un débat ici il n'y a pas longtemps, auquel j'ai participé d'ailleurs, mais j'étais à l'étranger, sur les générations. Vous savez pourquoi on parle de génération Y? D'où vient le Y? Toi tu sais, non? Le why, c'est le why, c'est la génération du pourquoi. Et moi qui suis plutôt de la génération des parents, de la génération Y, on a abreuvé nos enfants d'explications en tout genre, de toutes sortes par rapport à tout, pour leur demander, pour parfois pas avec beaucoup de succès, mais pour leur demander de faire un effort et tout ça. Et donc maintenant ils disent je veux savoir pourquoi tu me demandes ça. Et donc c'est un bon signal, c'est un bon signal. On n'est plus à l'ère du taylorisme. Taylor disait, Taylor c'était à la révolution industrielle, il disait une chose à ses clients, les patrons, il dit, et dites bien à vos collaborateurs qu'ils ne doivent pas réfléchir. C'est pas eux qui doivent réfléchir. C'est les chefs, c'est vous.
Imaginez que vous puissiez sortir ce discours-là maintenant, c'est plus possible. On ne peut pas avoir des gens qui ne réfléchissent pas et qui sont de simples exécutants. On ne pouvait pas déléguer avec ces gens-là. Et donc la génération Y, c'est ça. Et Z, c'est quoi? Zapping. Et donc la génération Z dit, moi je suis pas content, je m'en vais. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose à faire, et je sais qu'il y a plusieurs personnes de la génération Z ici, où il faut travailler ces aspects-là, et donc le sens a énormément d'importance. Tant mieux, c'est des générations qui veulent quelque chose de contenu. Ma génération à moi, on leur a tellement amoché la planète qu'ils veulent un peu avoir du sens dans leur vie, et c'est tant mieux. Troisième levier, c'est le feedback. On a tous besoin de feedback. On a besoin de savoir si ce que j'ai fait est correct, si c'est apprécié ou si c'est moins apprécié. Je veux savoir comment me corriger de ça. Donc le feedback, c'est un outil de communication au sein d'une entreprise, au sein des équipes. Et donc vous devez abreuver vos collaborateurs de feedback. Pas tout le temps, mais ils ont besoin de feedback. Vous allez voir le feedback positif. Mais quel bonheur! On ne le fait pas. On ne le fait quasi jamais. On oublie ça. On a deux croyances. Je ne vais pas lui dire qu'il a bien travaillé. C'est normal qu'il travaille bien. Pourquoi je devrais lui dire? Et la deuxième croyance, c'est dire si je lui dis qu'il a bien travaillé, il va se reposer sur ses lauriers. Non, c'est une fausse croyance. C'est deux fausses croyances. Et donc, faites en sorte de donner du feedback. Et parce que vous donnez du feedback positif, donnez du feedback négatif aussi quand c'est nécessaire. Si c'est sincère, c'est aussi un signe de respect. Si on ne donne pas de feedback positif, on ne peut pas se permettre de donner un feedback négatif. Bien sûr. Parce que tu disais tout à l'heure que le taylorisme est... Oui, on gueulait après les gens, mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'être exigeant. L'exigence, à côté, tout simplement, tu vas pouvoir dire oui, c'est bon ou c'est pas bon, et tu es dans une logique de construire, tu n'es pas du tout dans une logique de détruire. L'exigence est cruciale, évidemment. Quand j'ai dit tout à l'heure que vos collaborateurs gagnent 100% de leurs revenus, de leur pouvoir d'achat par le travail, vous avez raison d'être exigeant pour vous. Vous êtes exigeant pour vous-même, soyez-le aussi pour vos collaborateurs, c'est un bon signal d'être exigeant. Mais souvent, Samira, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais moi, souvent, je donne beaucoup de formations à des middle managers. Leur défaut, c'est souvent d'être trop gentil. Alors, je ne dis pas qu'il faut être méchant, hein, mais il faut être vrai. Et donc, l'exigence, c'est une vérité. On est là pour faire du business, on n'est pas là pour s'amuser à jouer au ping-pong. En fait, au Maroc, la théorie de Allah Ysameh, je suis désolée, je dis pas en arabe, mais en fait, c'est ça qui fait qu'on n'est pas bon en réalité. Et on se permet d'accepter des choses qui ne sont pas bonnes. Et une fois qu'on l'a accepté, c'est très difficile de revenir en arrière et dire non, attends, oui, je t'ai dit la fois dernière que c'était, à la limite, j'ai fermé les yeux, mais on ne peut pas fermer les yeux. Et en fait, c'est la même chose dans la famille, en réalité. C'est avec les enfants, on a les mêmes. Moi, je fais souvent des parallèles entre la délégation et l'éducation, c'est terrible. Et moi, je travaille beaucoup dans mes formations en people management sur le concept de caillou dans la chaussure. Les cailloux dans la chaussure, c'est des gens, je ne sais pas quoi en faire. Ils nous empêchent de travailler correctement. Un caillou dans la chaussure, quand vous l'avez, si vous ne le retirez pas, ça fait mal, ça s'envenime. Et donc, il faut retirer le caillou dans la chaussure. Et c'est terrible. Et alors, parfois, il y a des gens qui me font une description, mais terrible, de leur caillou dans la chaussure. Plus aucune motivation, il ne fait plus rien, il arrive en retard tout le temps, il râle sur tout. Et je lui dis, et quel âge a-t-il? 30 ans, 32. Donc ça veut dire que cette personne, si on ne fait rien, parce qu'un caillou dans la chaussure ne décide pas lui-même de ne plus être caillou dans la chaussure. Il ne se lève pas le matin en se disant « Ok, maintenant j'ai compris ». Non, non, il ne comprend pas tout seul. Et la plupart du temps, c'est de la faute des autres. Et donc il en met tout son monde, et on va le laisser encore agir pendant 35 ans. Nous, on a 67 ans, l'âge de la pension. Mais c'est horrible. C'est horrible pour les collègues, c'est horrible pour l'entreprise, c'est horrible pour le chef. C'est aussi horrible pour le caillou dans la chaussure d'être considéré comme quelqu'un nuisible toute sa carrière. C'est parfois, ça vaut le coup un peu de dire, bon, ben, écoute, on a tout essayé, on va voir ailleurs. C'est salutaire. Et alors, le quatrième levier que je donne, et pensez bien que tous ces leviers-là, ils ne coûtent pas un dirham. Ça ne coûte rien, rien du tout. Il ne faut pas le mettre dans ce budget, ça n'existe pas. Mais c'est au quotidien. Et le quatrième, question? Personnellement, je ne pense pas que le respect est un levier de motivation. Parce que, à travers la théorie d'Herzberg,
montre que c'est l'absence du respect qui est un facteur démotivation. Oui, mais c'est pour ça. Tu as raison. C'est pour ça que je dis le respect. Pourquoi? C'est ce que je dis. Parce que en dehors du respect, on n'aura pas de motivation. Donc le respect est quelque chose qui permet de faire passer un certain nombre de messages. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on est respectueux d'une personne, en réalité, même quand on doit dire une mauvaise chose, parce que le travail n'a pas été fait ou pas, ou autre chose, ben on y arrive. Parce qu'en fait, on lui dit qu'on le respecte. Mais en même temps, on lui dit que ce qu'il a fait n'est pas bon. Donc, quelque part, c'est la meilleure manière de pouvoir changer le mindset et faire en sorte que la personne puisse mieux travailler. C'est dans son intérêt. Je lui ai dit qu'elle pouvait être pas d'accord avec moi, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Et donc, je vais penser à une chose, quand je mets à ce point l'importance sur la communication interne. La communication interne, c'est du respect. C'est du respect des gens qui travaillent pour toi, de leur dire où ils en sont, où en est leur entreprise, etc. Donc ça témoigne du respect. Et donc le quatrième levier... Ah oui, pardon. Moi, je pense que le respect est indispensable pour réussir. On ne peut pas être un manager ou un leader sans respecter ce que fait respecter. Bien sûr, c'est vertueux. Mais je crois qu'il est d'accord, hein, c'est plus ou moins la même chose qu'il a dit. Et donc, mais ça doit être au quotidien. J'ai le temps, Yasmina, là, pour raconter une anecdote. Non, c'est pas le temps. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Vous laissez les gens parler maintenant un peu. Et qu'on puisse parler aussi entre nous, qu'on puisse... On le fera, on le fera. Tout ça, on le sait, on a déjà parlé. Ok, ben alors je raconte pas mon anecdote. Et donc le plaisir, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Il faut que les gens puissent se dire je suis content d'arriver au boulot, je suis content de retrouver mes collègues, etc. Et donc là, il faut faire preuve de créativité. À vous de trouver le moyen de faire en sorte que les gens puissent se dire ça, puissent se dire j'ai du plaisir à venir travailler. Alors, l'esprit critique, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, l'esprit critique c'est important. Et c'est important de pouvoir se dire, j'ai besoin d'entendre, quand je parlais du feedback, oui, je dois donner le feedback, mais je dois le recevoir aussi. Je dois recevoir le feedback de mes collaborateurs. Et si mes collaborateurs ne sont pas d'accord, je viens d'avoir un exemple, mais je dois pouvoir l'entendre et je dois pouvoir l'écouter de manière à faire en sorte que c'est tout à fait instructif pour moi. Et donc, c'est vraiment un enjeu terrible de pouvoir faire en sorte que les gens puissent s'exprimer, mais pour ça, il faut un processus. Il faut qu'ils aient la possibilité, de croire qu'ils peuvent le dire, ça arrive très souvent qu'ils ont peur, que les collaborateurs parfois à tort, mais ils ont peur de dire non, si je dis ça, je vais être viré, c'est faux. On ne vire pas les gens parce qu'ils disent certainement qu'ils ne sont pas d'accord. Et si c'est le cas, c'est qu'ils ne vous méritez pas comme collaborateur. Et donc il faut pouvoir vraiment faire en sorte que ce feedback soit entendu. Créativité, collaboration. Oui, il faut des lieux, hein, on a dit, c'est la collaboration, l'économie collaborative, c'est quelque chose de crucial. Et donc il faut qu'il y ait des moments où les gens puissent réfléchir ensemble à améliorer le business, à améliorer l'orientation client, améliorer la vision. On peut poser des questions? Oui. Alors, moi, depuis votre présentation, elle est très intéressante, extrêmement riche. Maintenant, il y a quelque chose qui me dérange, parce qu'à aucun moment vous avez parlé de la responsabilité du manager. Oui, quand vous parlez par exemple de rétention, quand vous parlez de feedback, c'est feedback positif, je suis d'accord avec vous, vous parlez de beaucoup de choses, vous parlez de communication interne. À aucun moment vous avez parlé de la responsabilité du manager. Or, aujourd'hui, le problème du caillou dans la chaussure, ça incombe tout d'abord au manager. De détecter au niveau des équipes, qui est au niveau du top performer, moyen performer ou autre. Donc aujourd'hui, il faut déjà se poser les bonnes questions et les échelles de valeur. Et quand vous parlez de culture d'entreprise, si vous avez encore une fois des gens qui sont dans le caillou, le fameux caillou de... Qui sont le caillou, ou alors peut-être qu'ils sont montrés comme étant le caillou, ça reste aussi de la responsabilité du manager. Il y a un problème de motivation. Vous avez dit oui, ils font 100% de leur salaire. Vous savez aujourd'hui au Maroc, le salaire, il y a des patrons qui sont là, aujourd'hui le salaire c'est alimentaire. De plus en plus, et d'ailleurs on n'a rien inventé, de plus en plus les gens travaillent, je dirais, sur peut-être 2-3 métiers en même temps. Pour pouvoir, d'une part, subvenir, d'autre part, avoir peut-être un peu plus de beurre dans les épinards, et puis peut-être d'autres choses, avoir peut-être d'autres projets en parallèle. Donc il faut quand même remettre un peu le débat
sur la responsabilité du manager qui est fondamentale. Encore une fois, sur le collaborateur, parce que le collaborateur, en parenthèse, il se développe, hein, c'est comme une plante, hein, on l'arrose, et puis on lui parle, hein, comme tout. Mais le manager a sa responsabilité, et là vous avez les 4 types de managers. Vous avez le participatif, vous avez le coercitif, vous avez on ne va pas revenir sur ça, mais d'une manière opérationnelle, surtout dans des grands groupes, c'est pas toujours facile à faire passer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas que j'ai éludé. Je ne pense pas avoir éludé cette responsabilité. Je ne pense pas l'avoir éludé, mais peut-être que j'étais mal compris. Mais pour moi, elle est cruciale, évidemment. Et je vais d'ailleurs la mettre en exergue juste après par rapport à toutes les maladies en haute qui commencent à arriver ici aussi, où la responsabilité du manager direct est terriblement importante. Et donc, ce qu'on appelle le N+1, par rapport à ces N-1, donc le niveau au-dessus, a une responsabilité cruciale par rapport à tout ce qui se passe. Je vais dire souvent, donc, je donne des formations en people management. Pour moi, le middle management, les chefs d'équipe, c'est le vrai management. Bien sûr, il y a des patrons. Bien sûr, il y a des gens qui sont visionnaires. Bien sûr, il y a des gens qui établissent des budgets, etc. Mais si le chef d'équipe n'est pas capable de faire passer toute cette niaque, cette motivation chez ses collaborateurs, le travail se fait pas. Et donc, bien sûr, la responsabilité, pour moi, la responsabilité est dans tout ce que j'ai dit. Alors peut-être que je n'ai pas été clair, mais dans tout ce que j'ai dit, c'est clairement la responsabilité du manager de pouvoir mettre ça en œuvre, toute cette dynamique de motivation. Je vais aborder un truc, alors j'ai des financiers ici, des économistes dans la salle, etc. Quelque chose qui m'a toujours frappé. Vous connaissez tous la loi de l'offre et de la demande. Je ne vais pas vous faire un secret, un cours là-dessus. La loi de l'offre et de la demande, elle génère toutes les transactions partout dans le monde. Et pas uniquement au niveau commercial. Dans cette loi de l'offre et de la demande, c'est l'offreur qui propose un produit ou un service, et le demandeur, c'est celui qui va payer pour en bénéficier. Il y a une erreur, voire une escroquerie sémantique par rapport à cette loi de l'offre et de la demande, parce que le seul domaine où les termes ne sont pas respectés, c'est l'emploi. On ne doit plus parler d'offre d'emploi et de domaine d'emploi. En fait, vos collaborateurs, les gens qui postulent chez vous, vous devez les considérer comme des offreurs de compétences et de niaque, de volonté, de motivation. Imaginez qu'on transforme complètement ce marché du travail de cette manière-là. Je ne suis plus l'offreur d'emploi qui va dire tiens, fais-moi ce petit travail, je te donnerai une dringuelle, hein, par rapport à ce que tu viens de dire, notre ami vient de dire par rapport au fait qu'on doit cumuler plusieurs travails. C'est un peu ça. Et le demandeur d'emploi ne doit plus être quelqu'un qui supplie, qui demande, qui quémande une obole. C'est quelqu'un qui dit je viens vous offrir la meilleure compétence. Vous changez complètement le rapport de force par rapport à ça. Et je crois que cette escroquerie, j'appelle ça une escroquerie parce que je crois qu'elle est voulue. Et pas uniquement par les patrons, par les politiques aussi et par les syndicats. Et donc si on rétablit cette loi de l'offre et de la demande avec la justesse des termes qui la consacrent, on change complètement le monde du travail. Une vérité absolue. Et c'est dommage que notre ami est parti parce que pour moi c'est une clé considérable. Comment? Non, il n'y a pas de critique. Mais c'est que aucune entreprise au monde... Rien à voir votre intervention. Non, je n'ai pas de problème. C'était pas du tout une critique. C'est que là, ça répondait aussi à ce qu'il disait. C'est qu'aucune entreprise au monde n'a été créée pour créer de l'emploi. C'est intéressant, ça veut dire que le salaire n'est pas une fin en soi. Le salaire, bien sûr, est utile. Ça fait partie de la transaction au départ. Ça fait partie du contrat. J'ai signé un contrat pour faire une prestation et pour gagner un salaire. Mais ce contrat, il prévoit une valeur ajoutée. Et c'est l'offre de service ou de produit de l'entreprise. Alors, on me fait signe que je dois un peu avancer parce que je vais terminer par cet aspect-là. On ne voit pas tellement le langage, enfin les lettres en rouge, mais on parle de la maison qui brûle, le bureau brûle. Et c'est toutes les maladies en haute qui arrivent ici, qui chez nous c'est quasi une épidémie. Et je vais quand même parler en vitesse de cet aspect-là, parce que j'ai besoin de faire ce schéma-là pour justement montrer la responsabilité du manager sur cet aspect. On a un fameux challenge, et je vais tout expliquer ces maladies en out avec deux curseurs que je vais faire bouger.
j'ai un curseur vertical avec le challenge et le sens que je donne au challenge. Si le challenge est difficile et qu'il a beaucoup de sens, mon curseur est en haut. S'il n'a pas beaucoup de sens, si c'est trop facile, c'est de la gnognotte, c'est de la routine, il est en bas. C'est assez facile à voir. En horizontal, mon curseur, il va parler des moyens qui sont à ma disposition. C'est-à-dire mes compétences, l'argent, oui, mais et donc si ces curseurs ne sont pas équilibrés, eh bien je vais avoir effectivement dans la partie en haut un challenge élevé et des moyens insuffisants qui vont me donner du stress. C'est ça qui va amener le burn-out. Si je suis désolé, je vais un peu vite là maintenant, mais on me demande d'accélérer, je comprends. Si je suis dans le bas à droite de mon schéma, j'ai des challenges faibles et des moyens énormes, et donc mon état mental c'est l'ennui, et donc qu'est-ce que j'ai à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle le bore-out ou le brown-out. C'est deux maladies totalement aux mêmes symptômes, mais aux raisons totalement différentes. Là j'ai trop challengé, et là j'ai pas assez challengé, c'est intéressant. Si j'ai en bas à gauche, ben, j'ai ce qu'on appelle le présentéisme. Les gens ils arrivent, ils courent, ils vont pointer, et puis, cool. On va retirer son manteau, on va aller boire une tasse de café, on va aller papoter avec les autres, etc. Et on oublie complètement qu'il y a du business à faire. Et donc en fait, ça, c'est à peu près, enfin, je vais prendre le dernier schéma, vous allez comprendre que ce qui m'intéresse c'est en haut à droite, et là c'est challenge élevé, moyen à la hauteur, et là c'est ce que j'appelle l'in-tune. Je suis en phase. Je suis en phase. Mes moyens sont en phase avec les challenges. Et le problème, c'est que ben, j'ai d'autres maladies. Hein, donc j'ai le fade-out, j'ai le team-out, etc. Et l'in-tune, en fait, il n'y a que 10% à peu près des gens qui sont in-tune. C'est désespérément trop. Ça veut dire que j'ai à peu près 90% de gaspillage dans le souffle. C'est là l'enjeu. C'est vraiment, je dis, ma mission à moi, c'est d'aider les chefs d'entreprise à amener 100% de leurs collaborateurs 100% in-tune dans les 100 jours. Alors, ben voilà, j'arrive à la fin. Ma question, c'est de savoir effectivement quel type de leader êtes-vous. J'en ai 3, pas 4. Le premier, est-ce que vous voulez être ce type de gueule très sympa que je vais appeler l'autoritaire tayloriste? Je crois pas. Je crois pas qu'il faut y aller. Est-ce que vous voulez être ce deuxième exemple qui est un peu, que je vais appeler le laxiste, qui n'ose pas trop, qui va un peu poser des questions, qui va essayer de s'en sortir par l'humour, mais qui ne va pas développer de leadership, qui va peut-être avoir cette exigence, et donc c'est le faible laxiste? Non, ne soyez pas ça. Ayez des exigences. Et donc, soyez effectivement l'assertif, le leader assertif, empathique. Et c'est là que vous serez en fait, à ce moment-là, soyez le chef d'orchestre de vos équipes. C'est de cette manière-là que vous pourrez effectivement y aller. Donc, allons-y. Voilà. Alors moi, je vais y aller direct. Je vais y aller direct pour te dire déjà un point. Il n'y a pas une seule femme dans ta présentation et tu es toujours dans le masculin. Là, je suis en train de représenter une association féminine et je te dis, n'oublie pas qu'il y a 50% de la population mondiale qui est féminine. Donc attention, sinon moi j'aurais pas été là, j'aurais boycotté peut-être. J'accepte tout à fait la remarque. Tout à l'heure, j'ai dessiné des images, j'ai demandé une femme et mid-journée n'a pas... Ah bah oui, ChatGPT n'a pas tout, hein, donc non, tu vois. C'est mid-journée. Et c'est très très difficile, il faut tâtonner beaucoup et je ne maîtrise pas encore suffisamment, mais j'accepte tout à fait la remarque. Non mais en fait, et je pense que, et je vais quand même aller un peu plus loin dans la réflexion, il y a des femmes leaders et j'en ai été une, et donc je peux témoigner sur ça. Et je pense que ce qui est important et la recommandation à donner pour des jeunes, parce que face à nous, il y a quand même pas mal de jeunes étudiants ou de jeunes managers qui ont besoin d'évoluer et qui vont évoluer dans le temps, c'est de se dire que les compétences clés pour réussir, pendant très longtemps, l'empathie et l'émotion, on les a mis dans le tiroir.
Et en plus, avec des managers, et je suis désolée, avec des managers ingénieurs, c'était le pompon. Aujourd'hui, on est en train juste de dire, attention, le management, c'est d'abord l'émotion. C'est d'abord l'humain, c'est d'abord le contact. Et c'est ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Donc, quelque part, c'est comment nous devons faire pour que, on accepte que quand on a de l'émotion, ce n'est pas de la faiblesse. Et que cette intelligence émotionnelle, ben c'est grâce à ça qu'on peut bâtir de très beaux buildings. J'en ai fait l'expérience, et j'ai même des ex-collègues dans la salle qui peuvent en témoigner, pour vous dire que quand on a envie, quand on donne de la vision aux gens, quand on construit quelque chose et qu'on sait pourquoi on est là le matin, ben quand on se lève, on a envie de venir. Et en réalité, on crée un esprit d'équipe et un esprit de famille qui est au-delà de l'entreprise dans laquelle on est. Parce qu'en fait, on n'est pas actionnaire de l'entreprise, comme tu disais tout à l'heure. Mais en même temps, quand on vient parce qu'on a envie de faire quelque chose, c'est que quelque part, on nous a apporté et ben, cette volonté de réussir, cette volonté de créer, et je vais plus loin, cette volonté de construire notre pays. Parce qu'en fait, une entreprise, effectivement, son but n'est pas d'avoir des salariés, mais son but, c'est de gagner de l'argent. Mais pour gagner de l'argent, elle doit faire travailler les gens. Donc voilà. Et faire avancer et bâtir des choses pour que son pays puisse évoluer. Parce que la finalité, c'est le développement aussi économique et social. Et donc, quelque part, il est important qu'on soit dans cette logique-là. Et je suis désolée de le dire, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais les femmes managers et les femmes leaders développent beaucoup plus facilement cette intelligence émotionnelle que les hommes ne pensent la développer. Et c'est le vrai challenge que nous avons à donner aux jeunes et à tous ceux qui ont envie de l'écouter, de se dire, ben, partager mes émotions ne veut pas dire que je suis faible, au contraire. Partager mes émotions montre aux gens que je suis comme eux. Je suis responsable d'une équipe. Mais en même temps, ma responsabilité ne s'arrête pas à des papiers. Ma responsabilité, c'est que chacun de mes collaborateurs, tous les jours, quand il vient travailler, eh ben, qu'il soit bien, qu'il ait la banane, qu'il ait envie d'aller et de donner. Parce qu'en fait, quand on vient travailler, bien sûr, il y a de l'alimentaire, c'est certain. Mais l'alimentaire n'est pas tout. Le plus important, c'est de se retrouver dans un environnement où je me sens protégée, où je me sens quelque part, eh ben, comme dans mon petit cocon, où je vais contribuer tout en donnant, je dirais, le meilleur de moi-même et en faisant en sorte que l'entreprise qui m'emploie évolue. Et c'est comme ça que je vais évoluer moi-même et que je vais construire. Aujourd'hui, je manage 2 personnes, demain, je vais en avoir 10, et après-demain, je vais en avoir 100. Quand j'ai démarré à Wafakash, on était peut-être, je ne sais pas, 500 personnes. Quand j'ai quitté Wafakash, on était plus de 4000 personnes. Et je vous assure, à se dire, j'ai derrière moi 4000 familles, il y a des jours en responsabilité, on ne dort pas, hein, je vous le promets. Mais en même temps, on se dit, waouh, on a évolué. Et c'est grâce aux uns et aux autres qu'on a pu évoluer. C'est grâce aux femmes et aux hommes qui m'ont fait confiance. Parce qu'en fait, c'est une question de confiance aussi. Que j'ai pu réussir le challenge d'évoluer et de passer de ce nombre de personnes à un nombre aussi important, d'aller dans des challenges extraordinaires. Je le racontais tout à l'heure. Un jour, je me suis retrouvée dans un pays en Afrique subsaharienne, je ne dirais pas lequel, et j'ai dû faire de la route, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais en même temps, je l'ai fait avec beaucoup de bonne volonté, parce que j'avais envie de réussir un challenge moi-même en tant que dirigeant. Donc, quelque part, le rôle et vraiment les compétences clés pour un manager d'aujourd'hui déjà et de demain encore plus, c'est vraiment des managers d'esprit d'équipe, d'innovation, de collaboration et surtout d'humanisme. Nous restons des humains, et si on ne maintient pas notre humanisme, et ben comme tu l'as si bien dit depuis tout à l'heure, et j'espère que les gens n'ont pas eu trop peur, ben la machine, elle va tout faire pour nous. Et si la machine fait tout pour nous, ben le burn-out, c'est toute la population mondiale qui sera en burn-out. Et Dieu seul sait ce qu'on pourra faire à ce moment-là. Je n'ai rien à ajouter. Je te dis, je suis désolé par rapport à ta première remarque, mais je l'accepte tout à fait. J'ai simplement dire, avant que de donner la parole à Ismaël, j'anime souvent des réunions avec des chefs d'entreprise et des cadres. Et je suis toujours content quand il y a des femmes qui sont là. Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, je râle souvent
quand tu as des initiatives comme celle que tu fais, je crois, parce que je trouve que plutôt que d'avoir des rendez-vous de femmes entrepreneurs entre elles, qu'elles pénètrent le monde masculin de l'entreprise pour venir parler, donner leur avis. Moi, je suis toujours enchanté quand il y en a, et c'est très rare. Je te prie de me croire que ce n'est pas la volonté qui manque. Non, non, mais si mais malheureusement, pour qu'elle les invite à venir parler, il faut se lever du bon pied. Parce que quand on est une femme, même aussi leader que nous sommes, moi je te prie de me croire qu'il y a des jours où on se dit tiens, mais bon, pourquoi tu as fait ça? Tiens donc, si j'étais un homme, est-ce que tu m'aurais posé cette question? Et en général, non. Donc tu vois, tu vois, donc malheureusement, il faut aussi que l'éducation, et là je vais te dire quelque chose, il faut que les mamans jouent un rôle important dans l'éducation de leurs enfants. Parce qu'en fait, c'est pas l'école qui éduque, c'est les mamans. Et la maman, si elle éduque à la parité, et elle éduque aux droits des uns et des autres, et bien son fils en général, quand il sera plus grand, il va retenir ça. Et quand il sera en entreprise, et ben il va aussi mettre en avant les femmes, non pas parce que c'est des femmes, mais parce qu'elles sont tout simplement compétentes. C'est tout. Donc quelque part, moi quand je vois dans notre pays où on n'est même pas à 20% de femmes actives, et pourtant les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les plus grandes, je dirais les plus grands nombres de diplômés, c'est des femmes. Mais où est-ce qu'elles sont parties après? Il faut que se pose des questions. Ismaël. Non, non, mais ça va. Bonsoir à tous. Bien ravi d'être parmi vous. J'ai écouté comme vous, Pierre, même s'il nous a autorisé à intervenir, mais comme le respect est une valeur importante à mes yeux aussi, je me suis dit, écoutons le conférencier d'abord. Mais plus sérieusement, je pense que dans ce type d'échange, c'est important d'avoir la conclusion, la pensée finale. Parce que c'est sur celle-là que je voulais interagir et commenter. C'est pour ça que je ne me suis pas permis d'interrompre le fil de ta présentation, qui est très riche. Il y a plein d'idées, plein de sujets. Peut-être que le temps ne permet pas de creuser jusqu'au bout. Mais merci Pierre pour ce bel exposé. Moi, ça m'inspire deux grandes familles de commentaires. Et ça fera le cœur un peu de ma modeste contribution à cette conférence. Le premier, c'est que on nous parle toujours du changement du monde. L'intelligence artificielle, la robotisation. Et on nous parlait de ça il y a 20 ans avec l'avènement d'Internet. Et on nous parlait de ça il y a 50 ans avec le développement des industries des robots, de l'automatisme. Les Allemands, ils étaient précurseurs. Et on nous a parlé de ça dans l'après-guerre parce qu'il y avait la reconstruction, l'industrialisation, etc. C'est juste pour partager avec vous une sérénité. Le monde a toujours connu des mutations profondes depuis son existence. Il a toujours su s'adapter. Parce que celui qui l'a créé, nous les croyants, donc on n'a pas de difficulté à lier les choses. Celui qui l'a créé, il l'a créé en connaissance de cause. Et donc c'est un système qui marche très bien. Et l'être humain, qui est l'être le plus noble dans cet écosystème, trouvera toujours les ressorts pour s'adapter et retomber sur ses pieds au fur et à mesure que le monde évolue. Pourquoi je dis ça? Je le dis juste parce qu'on a toujours entendu avant, on entend aujourd'hui, on entendra toujours. Des modes de pensée, j'ai aimé quand tu as commencé, Pierre, par parler d'optimisme ou pessimisme, ou peur ou opportunité. Parce que le prisme, peur, attention, si vous ne vous adaptez pas à demain, il y a un train que vous allez rater, le monde va changer, vous allez rester sur le carreau. Depuis toujours, on entend ce type de dialogue, ce type de discussion, ce type de thèse, qui est éveilleur de conscience, je ne le nie pas, mais qui parfois, la peur l'emporte sur l'opportunité dedans. Alors que l'expérience de l'humanité et de certaines nations à l'intérieur de cette humanité, depuis que le monde est cartographié en pays et bordé de frontières, nous montre
qu'on arrive par s'en sortir, par s'adapter, par trouver les mécanismes et les ressorts pour avancer et s'adapter aux mutations du monde. Donc, regardons tout ce qu'on fait et on fera avec un optimisme raisonné, parce que l'histoire nous a montré qu'on peut être optimiste. Et donc, moi, c'est un premier commentaire qui me semble important. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle, n'ayez pas peur de ChatGPT, n'ayez peur de rien, parce que nous avons, en tant qu'humanité, démontré depuis des siècles que l'humanité évolue grâce aux femmes et aux hommes qui la constituent. Et ils sauront tout le temps être au rendez-vous des mutations du monde. Donc ça, c'est un premier commentaire qui me semble extrêmement général, pas uniquement au thème de notre échange, mais qui est pour moi un commentaire fondamental sur le prisme avec lequel on voit le monde et on voit son évolution. Après, si on veut rentrer trop dans le détail dedans, il y a parfois des intérêts divers de puissance différentes, avec des intérêts divergents qui font qu'il y a un mode de pensée qui cherche à... Mais ça, c'est beaucoup de détails que je vous en fais l'économie étant donné le timing. L'essentiel pour moi, c'est d'être extrêmement optimiste et d'être raisonnable dans cet optimisme parce qu'il est suffisamment baqué par le passé. La deuxième famille de commentaires, elle est intimement liée au thème plus directement liée au thème de la conférence qui est le leader. Vous comprendrez qu'il y a un lien entre mon premier commentaire et le second, puisque j'utilise pas le terme leader du futur. J'utilise le terme le leader. Parce que pour moi, il y a eu des leaders dans le passé dont le leadership a été adapté au moment où on en avait besoin. Il y a des leaders aujourd'hui dont le leadership est adapté aux besoins d'aujourd'hui. Demain, il y aura toujours des leaders dans le leadership. Vous remarquerez le lien entre l'histoire et le leadership dans l'exposé de Pierre, parce qu'il a commencé par parler de sujets de l'avenir, les emplois qui disparaîtront, l'intelligence artificielle, et pour défendre son point de vue sur quel mode de leadership doit-on promouvoir, qui est celui de MacGregor Dickrek, c'est une théorie des années 70. 60 même. Et on peut revenir plus loin parce que Follett avait donné des théories lors de la crise 29 sur le mode de leadership qui était dans le temps révolutionnaire. Et en 71, Zelensky, qui est quand même un des leaders de la pensée du leadership, désolé pour le... il a repris les mêmes termes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on dit la même chose avec de nouveaux termes à chaque fois. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui montre juste le lien entre mon premier commentaire qui disait que le monde évolue et s'adapte, etc. Il s'applique également au leadership lui-même. Les théories de leadership existaient depuis Freud. Mais au fur et à mesure de l'évolution du monde, de ce qu'on attend, de la complexité, parfois aussi de l'évolution de la science, qui nous permet de comprendre un certain nombre de phénomènes, on en discutait tout à l'heure entre nous, on arrive à donner des définitions plus adaptées à la notion de leadership et à comment le leadership doit se matérialiser. Mais il y a un fil conducteur, que je partage totalement dans les propos de Pierre et de Samir. C'est que le leadership, c'est l'humain. Et ça ne changera jamais. Les formes des interactions humaines changeront, leur intensité, leur niveau de complexité. Mais in fine, ça restera l'humain. Et là, si j'ai modestement des conseils à partager, c'est avant de leader les autres, il faut se leader soi-même. Ça veut dire quoi se leader soi-même? D'abord se connaître. C'est quoi ses forces? C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi mes atouts? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me rend bourrine? Qu'est-ce qui m'ennuie?
Très très important. Vous ne pouvez jamais être un leader inspirant sur une matière qui vous ennuie. Parce que de toutes les façons, il y aura une contradiction à un moment donné entre vous et vous-même. Donc c'est d'abord pour moi, le leadership, il faut qu'on garde à l'esprit que c'est d'abord soi. D'abord soi. C'est pas égoïste, mais c'est raisonnable. C'est raisonnable. Et donc pour moi, le leader d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est d'abord un leader qui connaît ses atouts, ses forces, ses faiblesses, ses aspirations, ses sources de motivation, ses ambitions. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il peut pas. Il ne reste pas en recul par rapport à ce diagnostic. Il doit travailler pour améliorer sa lecture quand il dit j'ai des lacunes sur tel et tel sujet, qu'il s'agisse de savoir ou de savoir-être ou de savoir-faire, etc. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'il faut qu'à chaque instant, le leader doit à chaque instant se refaire le bilan avec lui-même sur où est-ce que je me situe par rapport à mes aspirations et comment je peux m'adapter. Des écoles de formation, des forums de formation, des forums de conférences comme celui-là sont un des moyens pour dire j'ai des gaps sur tel et tel type de compétences ou tel et tel type de connaissances ou tel et tel type d'aspiration que je cherche à compenser ou à travailler. C'est pour ça que le parfait est divin, le reste c'est une histoire de diagnostic d'écart et de travailler sur les écarts. Une fois que chacun de nous est en paix, entre guillemets, avec lui-même sur ces repères-là, intuitivement, il peut se développer au fur et à mesure en leader inspiré. Elle est intuitivement. Pourquoi je dis intuitivement? Ça n'a d'intuitif que le nom. Parce que c'est un mécanisme rationnel. Il a identifié des axes de progrès. Il a travaillé dessus. Il connaît ce qu'il aime. Il connaît ce qu'il n'aime pas. Il sait faire la part des choses. Mais comment se fait-il qu'il serait incapable de comprendre cela dans l'esprit de ceux qui l'entourent? À l'évidence, il va être capable de le comprendre, de le percevoir et de faire de même avec eux. Modestement, j'ai adoré la discussion sur le respect parce que c'est des notions fondamentales. Mais est-ce que le respect, ça veut dire que tu te sentes tout le temps protégé? Non. Si je te respecte, je dois te secouer pour que tu progresses. Je dois essayer de faire avec toi le même chemin que j'ai fait avec moi-même et que je continue de faire avec moi-même tout le temps. Pour moi, c'est la meilleure forme de respect, c'est de pousser ceux qui nous entourent à faire le même exercice de diagnostic et à essayer de franchir les mêmes pas de progrès et à chercher à les soutenir pour qu'ils le fassent. Et si ils tombent en chemin, ben, en tant que leader, on se dit c'est normal, parce que nous aussi on tombe en chemin et on se remet sur nos selles pour continuer le chemin. Donc c'est logique. Donc j'essaie de conclure. Quand on a ce raisonnement ou ce mode de pensée, quelle que soit l'organisation dans laquelle on opère, qu'elle soit à but lucratif comme l'entreprise, à but pédagogique comme l'école, à but non lucratif comme l'associatif, même à l'intérieur de l'écosystème famille, on a des enfants, on a des frères, on a des sœurs, on a des cousins, on peut développer, encore une fois de façon intuitive, mais ça n'a d'intuitif que le nom, parce que c'est une résultante d'un mécanisme et d'un processus travaillé. On va développer une capacité à agir sur les autres ou à essayer d'insuffler une dynamique de leadership chez les autres de façon systématique. Systématique. Avec quiconque. À l'évidence, à l'intérieur de l'entreprise, c'est plus facile parce qu'il y a un cadre organisationnel, il y a des objectifs, etc. Mais une fois qu'on a ce monde de pensée, ben, on est capable d'agir en leader, quel que soit l'environnement et quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est de ça dont le monde du futur a besoin. C'est de leaders qui cherchent à insuffler leur empreinte et leur impact partout où ils passent,
au-delà de leurs frontières organisationnelles, au-delà de leur attribution classique et traditionnelle. Et donc, s'ils n'ont pas développé le mode de pensée que j'essayais de décrire de façon résumée, agir sur soi, progresser, agir sur tous ceux qui m'entourent pour progresser, ben, leur impact et leur empreinte sur leur écosystème, leur pays, leur nation, le monde, il sera malheureusement modeste ou insuffisant au regard de leur potentiel. Chacun de nous dans cette salle, chacun des êtres humains, de par sa création, est capable d'être un grand leader. Donc, dommage qu'il ne fasse pas le bon diagnostic, la bonne analyse, les bonnes marches de progrès pour insuffler par son empreinte de façon plus marquante tous les systèmes qu'il touche ou avec lesquels il a une interaction. Voilà, merci. Heureusement que tu as eu la précaution oratoire de dire que tu avais préféré écouter, parce que je me disais, il ne dit rien, ce bonhomme, il n'a rien à dire, mais je constate que ce n'est pas tout à fait le cas. Et je suis tout à fait en phase avec ce que tu viens d'expliquer. Samira, encore un mot, je crois. Non, en fait, je voulais juste dire que, en réalité, on ne devient pas leader parce qu'on a lu des livres. On devient leader parce qu'on a eu l'envie, le fameux soi avec soi, qui nous permet de dire, ben oui, je peux être leader. Mais ce leader, c'est important. Ce qui est très important, c'est qu'il accepte de se remettre en cause. Parce qu'en réalité, si le leader n'accepte pas de se remettre en cause, ce n'est plus un leader, ça devient juste un manager. Et un point aussi dont on n'a pas beaucoup parlé et qui pour moi est très important, c'est le droit à l'erreur. Parce qu'on est dans des sociétés, et c'est pour ça que les gens sont malades très vite, c'est que le droit à l'erreur, souvent, ça devient comme un échec. Alors que non. Si on s'était arrêté à beaucoup de créateurs la première fois, eh ben, ils se sont trompés. Et pourtant, on n'aurait pas de PC aujourd'hui hein, s'ils ne s'étaient pas trompés. Donc le droit à l'erreur, il faut l'accepter, le reconnaître, mais surtout quand on l'accepte, ce n'est pas pour être réprimandé, mais pour très vite le reconnaître et tourner la page et faire autre chose. Et quand on le fait pour soi, parce qu'on peut se tromper, on a pris des décisions pour soi-même et on se rend compte qu'elles ne sont pas bonnes, et bien c'est la même chose dans l'entreprise. C'est vraiment appliquer cette manière, ce mindset de penser pour se dire, ben oui, un leader peut se tromper, mais il faut juste qu'il le reconnaisse et qu'il puisse se dire, ben tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour ne plus le refaire? Et réellement, si on arrive à faire ça, et ben tout le monde peut devenir un leader. Sinon, ben, ça c'est effectivement des exécutants. Et je pense qu'en tous les cas, à travers le monde, nous n'avons pas besoin d'exécutants. Ok, merci. Merci Samira. Je pense que... Je ne sais pas si on a encore le temps, mais je sais qu'il y a de petites questions dans la salle, des interventions, et je ne veux pas vous frustrer par rapport à ça. Est-ce que des gens veulent poser une question, donner leur point de vue maintenant, on peut distribuer le micro. Il y a Amine qui arrive. Il y a un pas alerte prêt à vous donner le micro. Est-ce que quelqu'un veut... Peut-être est-il un peu trop tard. On a tout dit. Pas grave du tout. On les a assommés. Oui, on les a assommés. Pas du tout, pas du tout. Bonsoir. Bonsoir. C'est très passionnant, pas du tout. Je trouve même que c'est pas suffisant pour un peu contourner le sujet, la problématique. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, énormément à dire. C'est très intéressant et merci pour l'exposé. Et je rebondis sur la remarque de monsieur. En fait, je rebondis dans la mesure où j'ai envie de poser une question. Quelle est la place du pouvoir, de l'influence chez un leader? Aujourd'hui, c'est très tendance, on parle beaucoup d'influencer les gens pour pouvoir les motiver, imposer le respect, manager ses équipes, etc. Donc, quelle est
quel est en termes de priorité, de pourcentage, quel est le poids qu'il faut peut-être accorder à la chose de manière plus sérieuse pour les managers. Okay. Merci. Je vais donner une réponse, mais très brève. Je vais laisser parce que je crois qu'Ismaël et sans doute Samira aussi ont une réponse. Tu as bien fait de parler du fait qu'actuellement le terme est un peu galvaudé parce qu'on parle des influenceurs, qui n'est pas vraiment un très beau métier. Mais j'ai envie de dire que moi j'aime beaucoup l'influence. Je préfère l'influence à la dominance. Et je crois que je préfère un autre mot, inspirant. Je crois que le leader doit être inspirant. Et à ce moment-là, c'est ça. Et c'est ça la théorie des Y, c'est vraiment faire en sorte d'emmener. C'est pour ça que j'ai terminé avec l'image du chef d'orchestre, en fait. C'est ça, pour moi, le rôle principal. Ça peut être dominant, c'est plutôt inspiré. Mais... Merci. C'est un très très bon point. En fait, moi je crois beaucoup en ce qu'on appelle le leadership authentique. Le leader authentique. Samira le disait tout à l'heure en filigrane, parce que les modèles de leaders du passé qu'on croyait vénérer parce qu'ils avaient énormément de compétences techniques et de charisme, c'est des modèles qui ne sont pas vraiment adaptés. Ils sont plus adaptés à un monde tayloriste. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas voulu être trop lent, même si j'étais quand même un peu lent. Pour moi, l'authenticité d'un leader vient un peu de la construction que j'étais en train de décrire. Si on se connaît très bien, on connaît ses forces, ses faiblesses, etc., on sait ce qui nous anime, ce qui ne nous anime pas, on s'intéresse aux gens. Par essence, tout ce qu'on exerce comme influence, il part d'un postulat positif. Parce qu'on ne cherche pas à manipuler. Comme on fait l'exercice avec soi-même, donc on est honnête avec soi-même. On connaît nos tares, on connaît, etc. Donc c'est de cette honnêteté que naît l'authenticité. Et l'authenticité, elle permet d'exercer un dialogue avec ceux sur lesquels on peut se permettre avec qui on peut se permettre d'être leader, en étant tout à fait à l'aise dans cet exercice, puisqu'on sait que c'est nourri par les mêmes motivations qui nous animent pour nous-mêmes. Donc si on se trompe pour les deux. Mais en tout cas, ça ne part pas d'une volonté d'influencer d'une façon détournée. Après, on peut avoir tort. Parce que des fois, on a tendance à vouloir mener les gens vers le même chemin que nous avons parcouru. Mais pareil, l'authenticité et l'ouverture dans le dialogue permet de le réguler au bon moment. Je peux chercher à amener un de mes collaborateurs vers un chemin que je pense le meilleur pour lui. Mais en cours de route, comme on est dans un management et dans un leadership de dialogue, d'authenticité, on comprend en cours de route que ce n'est pas le bon chemin pour lui. Parce que lui aussi, on l'a aidé à identifier ses axes, ces zones de confort, de motivation, de démotivation, etc. Donc moi c'est comme ça que je vois l'exercice de leadership et l'influence entre guillemets qui pour moi devient inné, désolé, mais c'est pas inné, c'est-à-dire que ça tombe du ciel ou c'est intuitif, non, c'est inné parce que c'est une conclusion logique d'un raisonnement plutôt mathématique. Samira. En fait, moi je vais d'un principe simple. Si vous croyez en vous, c'est que vous avez déjà des convictions très fortes. Une fois que vous croyez en vous, que vous êtes capable de tirer cette croyance loin, vous allez jouer votre rôle. Et vous allez le jouer de manière tout à fait naturelle, comme a dit Ismaël. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ça en faisant du cinéma, entre guillemets. Vous allez le faire parce que d'abord, vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités et vous croyez dans les personnes qui sont avec vous. Donc, bien sûr, vous n'allez pas faire en sorte qu'ils vous ressemblent tout le temps, parce que ce n'est pas le but. Et il faut jamais d'ailleurs recruter des gens qui vous ressemblent, parce que c'est la pire des choses pour une entreprise. La diversité est très importante. Mais à côté de ça, il faut se dire, tiens, aujourd'hui, il y a un terme qui est hyper galvaudé au Maroc, mais je vais le dire quand même, c'est Nia. Et Nia est très importante.
Parce qu'en réalité, on est dans l'IA quand on joue le manager qui est sûr de lui. On ne le fait pas parce qu'il y a quelqu'un derrière ou il y a un patron qui vient vous dire non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'un leader, il a une conviction, il est sûr de sa conviction, et quand il se trompe, ben, il doit le reconnaître lui-même pour ne pas aller plus loin. Et je dirais, si on prend l'exemple de la famille, il y a longtemps, ben, nos parents, ils voulaient qu'on fasse médecine, ingénierie, je ne sais pas quoi, et on obligeait les enfants à le faire. Aujourd'hui, ben, j'aimerais bien que les parents me disent, est-ce que c'est eux qui ont choisi les parcours, et même les étudiants? Est-ce que c'est eux qui ont choisi leur parcours, ou est-ce que c'est leurs parents? Et c'est la même chose. Ça va vraiment dans le cycle normal de la vie. Les choses évoluent, mais il faut qu'on s'adapte. Et donc le vrai rôle du manager aujourd'hui et du leader, c'est cette capacité d'adaptation, cet esprit d'innovation et cette créativité ben, qui feront de lui un super leader, ou juste un manager. Je voudrais ajouter un point, désolé, parce que... on a toujours envie de parler. Hein. Ouais, c'est très important ces sujets d'influence quand on parle de leadership. Dans le modèle que j'essaie de décrire et d'expliquer, je ne crois pas qu'on est dans des pays des bisounours. Vous ne croyez pas ça? Même l'IA, il n'y a pas de bisounours. Vous ne croyez pas ça? Le monde, c'est un monde d'intérêt, de pouvoir. Donc l'exercice de leadership ne peut pas échapper à ces sujets. Dans le modèle que je décris, on est censé être capable de le lire. De lire le leader authentique qui veut du bien à l'organisation, de lire le leader manipulateur, de lire l'autoritaire, l'opportuniste. Il faut qu'on soit capable de le lire. On n'est pas obligé de le fuir. Parce que ça aussi, c'est pas... Mais quand on travaille sur soi, on développe les mécanismes de lire le monde, y compris dans les interactions humaines et les rôles de leadership qui nous entourent, de gérer les conséquences. Si on a le choix, ben, on peut fuir et aller dans un monde où le leadership est plus conforme à nos systèmes de valeurs. Et si on n'a pas le choix, il faut qu'on développe des mécanismes de gestion à l'intérieur de ce monde. Donc, ce n'est pas un monde où tout le monde est bon et tout le monde est sympa et que tout le monde veut du bien aux autres. Non, non, c'est pas ça le monde réel. Mais c'est ça le monde dans lequel les vrais leaders feront la différence. Les vrais leaders feront la différence par ce prisme-là, pas par un prisme manipulateur ou autoritaire ou autre. Les autres, l'histoire finit par faire le ménage. Est-ce que la réponse était à la hauteur de la question? Est-ce que la question était à la hauteur de... Alors, est-ce qu'il y a encore une intervention, une question? Youssef? Oui, et puis il y a quelqu'un d'autre. Bonsoir et merci de la qualité des interventions. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Mme Khamichi a souligné que c'est à la maman d'éduquer en fait la nouvelle génération. Et quand les féministes se plaignent d'une société masculine, c'est en fait l'origine, c'est elle-même, c'est la femme. Et, je vais vous répondre. Le parallèle de ça, la question, c'est est-ce que les compétences clés dont on a parlé, l'empathie, se remettre en question, essayer de trouver en fait en soi les bons questionnements, etc. Et est-ce que à quel niveau d'éducation, est-ce que notre système d'éducation actuel il répond à ça? Est-ce qu'on est en train de construire des personnes ou des profils qui ne pourront pas en fait, en tout cas difficilement se transformer en leader? La question, je pense, s'adresse particulièrement à vous. Alors, je vais juste vous poser une question. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai deux filles. Et vous leur avez offert quoi comme jouet? Comme jouet.
Non, ce qu'elle avait demandé. C'est-à-dire quoi? Une poupée? Non. Non, sincèrement. J'ai deux filles en fait qui ont des jouets classiques de la polyrie, mais on a tâché, moi et ma conjointe, de ne jamais orienter. D'ailleurs, même les choix d'éducation, etc. Je vous donne juste une reco. Offrez à vos filles des ballons. Parce qu'en fait, quand vous allez leur offrir des ballons en étant toutes petites, elles vont essayer tout le temps de chercher quelqu'un avec qui jouer. Parce que la différence entre les hommes et les femmes, et dans notre pays, c'est très frappant, c'est que la petite fille, on lui offre souvent une poupée. La poupée, elle joue avec elle-même. Mais elle n'a besoin de personne. Elle est dans un monde irréel. Le petit garçon, on lui offre un ballon. Et bien, dès qu'il est sur ses deux pieds, il va chercher quelqu'un avec networking. Avec qui il va networker pour jouer au ballon. Et bien, de grâce, offrons à nos petites filles des ballons. Et vous verrez que ce problème n'existera plus longtemps. Demain, tu leur offres des ballons. Ça aurait été valable il y a quelques années, mais aujourd'hui, ils sont nés avec des smartphones plutôt. mais franchement, et c'est très important, maintenant à partir de là, l'éducation, elle a un rôle à jouer, mais je pense que la famille a le premier rôle pour l'éducation des enfants. Et très souvent, malheureusement, beaucoup de familles ont démissionné de cette éducation et on a laissé l'école jouer ce rôle. Mais sauf que l'enseignant n'est pas là pour ça. Et malheureusement, on se retrouve souvent avec des jeunes qui manquent de vision, qui manquent d'envie. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous manque, c'est cette envie. Et il faut que les parents donnent envie aux enfants de pouvoir avancer. Il faut que l'enseignant donne envie aux enfants, dès le plus jeune âge, à avoir envie de réussir. Ça, donc la bonne question, c'est quels parents du futur? Bonne question. Les parents, c'est du leadership aussi. Pour une autre réunion alors. Oui, je crois qu'on a la possibilité d'en faire plusieurs. Je crois qu'il y avait une question là. Juste un petit complément, parce que la question c'était éducation et préparation des compétences pour le leadership. Il y a un problème, c'est qu'on associe énormément leadership à un niveau d'instruction. Pour moi, il y a de formidables leaders illettrés qui n'ont jamais été à l'école. Et c'est tant mieux. Pourquoi c'est tant mieux? Parce qu'au fond, derrière la thèse du leader, le contenu derrière, il est épars. Et c'est tant mieux, parce qu'on a besoin de leadership dans tous les niveaux de la société, dans tous les niveaux d'activité. Donc, il est vrai qu'il peut y avoir des questions sur le leadership pour ceux qui sont instruits dans des écoles supérieures. Oui, à l'évidence, et on n'a pas à se plaindre d'être dans une école qui promeut à fond ça. Donc, il y a une conscience qui est montée depuis des années partout pour anticiper la réflexion sur le leadership. Je suis d'accord. Même dans les écoles maintenant, il y a des associations qui emmènent des managers d'entreprise, même au collège, au lycée, pour parler de l'entreprise, pour ouvrir un peu l'esprit des jeunes, etc. Mais en fait, je voulais juste rebondir pour dire que le leadership, il a des formes diverses qui ne sont pas intimement liées au niveau du savoir. Et c'est tant mieux, parce qu'on a besoin que le leadership s'exerce dans toutes les facettes de la société, dans tous les niveaux d'instruction, dans tous les niveaux de métier, d'environnement, etc. Ben, c'est lié au savoir-être. Prends le micro. En fait, c'est lié au savoir-être. Plus que savoir. Plutôt qu'au savoir tout court. Et je donnerai un exemple très important. Nos grands-mères ne sont pas allées à l'école, mais elles ont lidé leur maison d'une main de maître. Avec leadership. Bien sûr, oui. Avec leadership. Avec leur leadership. Oui, oui. Et donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que franchement, ça dépend de nous, ce qu'on a envie de faire et de quelle société nous voulons pour nos enfants de demain. Oui, mais pardonnez-moi, oui. Là on est en train d'insinuer que c'est inné. Parce que si on ne répond pas à la question de quel système en fait d'éducation, etc., pour préparer ses parents, pour préparer ce leader
dans divers domaines, dans divers... Youssef, le savoir-être n'est pas inné nécessairement. Il a une partie d'inné, mais une partie aussi de volonté, de développement, de vraiment d'avoir la volonté de le faire. Et donc, ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que ce n'est pas une question de savoir. Ce n'est pas une question ni d'apprendre ça dans les bouquins, ni à l'école. C'est vraiment une question de volonté. Et je crois, moi, que c'est offert à tout le monde. Il suffit de le vouloir. Enfin, c'est la première chose qu'il faut faire. On est tous nés leaders. Mais en fait, selon ce qu'on a envie, selon l'éducation qu'on a eue, selon le savoir-être qu'on a appris, soit on développe cette envie d'être leader, soit on n'a pas envie de la développer. Et on devient un manager ou un exécutant ou on devient quelqu'un d'autre. Mais c'est d'abord en vous. Si vous développez cette compétence, c'est une compétence. Soit vous avez envie de la développer et vous allez tout faire pour la développer, soit vous n'avez peut-être pas envie ou peut-être que quelque chose a fait que vous n'avez pas réussi, et vous ne le ferez pas. Mais d'abord, c'est vous. J'en suis convaincue. On va prendre une dernière question. Moi, on pourrait continuer encore plus. Ah, il y avait une question là aussi. Donc, 2 questions. Ça va, vas-y. Bonsoir tout le monde. Je remercie tout d'abord l'ESCA pour avoir organisé cette conférence. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Je vous remercie, M. Gilbert, pour votre présentation très interactive et dynamique. J'ai beaucoup aimé la partie introductive, durant laquelle vous avez insisté sur l'émergence de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Un leader du futur doit effectivement prendre en considération cette réalité-là. Pourtant, j'aimerais quand même exprimer mon propre point de vue par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle. Et là, je rejoins M. Elfilali pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de... L'intelligence artificielle ne peut jamais remplacer l'être humain. L'être humain est toujours le maître. Il doit profiter de l'intelligence artificielle pour faire vraiment un travail de bonne qualité, mais moi je reste en tout cas optimiste. Ok, mais c'est bien. On ne va pas nécessairement réagir par rapport à ça, mais il y a une évolution, et notamment en termes de traduction. Il y a un monde de différence entre les traductions électroniques qui existaient il y a 20 ans et celles qui existent aujourd'hui. C'est une amélioration continue. Mais je suis d'accord, et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'intelligence artificielle, si elle est là, ne doit pas du tout faire peur à l'humain. Et notre rôle à nous, c'est justement défendre la place de l'humain, et notamment par rapport à tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a évoqué en termes de leadership et d'influence. Il y avait une question là-bas. Bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention. C'était très instructif. J'ai une question. Avec le micro, Donc, Madame Khemlissi, vous avez dit qu'on est tous leaders. M. Smaïl, il a dit que c'est tellement intuitif que tout le monde peut être leader, mais est-ce que c'est bon d'avoir beaucoup de leaders? Pour une société, pour une organisation, le fait d'avoir plusieurs leaders, si tout le monde est leader, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, moi j'ai envie de dire, on en est loin, mais ce que Ismaël a dit, et c'est hyper important, c'est qu'il faut être leader pour soi-même en premier lieu. Et donc si, moi je viens de l'éducation permanente, mes convictions c'est de donner le pouvoir à chacun d'agir sur sa vie. Ça pour moi c'est un combat, et c'est une foi vraiment à l'avenir par rapport à ça. Et donc si les gens étaient ne fût-ce que leaders sur leur vie à eux-mêmes, le monde serait merveilleux. Alors bien sûr, sur le plan de l'organisation sociale, l'organisation des entreprises, il ne faut pas une armée mexicaine, mais l'économie collaborative, c'est aussi faire en sorte que les gens puissent prendre leurs pieds là où ils sont bons. En fait. Donc, c'est ça. Mais un leader n'est pas nécessairement le premier patron. Oui. Dans une entreprise, il y a plein d'entités. Et bien si chacun faisait son boulot en tant que leader, le monde est merveilleux. D'abord, le monde serait meilleur, et surtout, je vais aller plus loin, une entreprise, elle est évolutive. Où sont les relèves? Aujourd'hui,
on est en train de dire on a du mal à remplacer des gens et on a des gens qui ont dépassé l'âge de retraite et qu'on remet toujours dans les mêmes postes. Mais pourquoi? Où sont nos leaders? Où est cette relève pour prendre la place? Donc c'est ça qui est important. Dans une entreprise, il est important d'avoir une équipe. Mais une équipe de leaders ne veut pas dire qu'ils vont tous chômer. Le patron lui-même, il travaille. Si le patron ne travaille pas, s'il ne montre pas l'exemple, ben, quelque part, comme vous avez dit tout à l'heure, dès que le chat n'est pas là, la souris passe. Ismaël. Très bonne question. J'ai utilisé beaucoup de guillemets quand à chaque fois je parlais guillemets naturels. Bon, guillemets à l'oral, ça ne veut pas dire grand-chose. Et je l'ai dit à chaque fois pour insister que ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que pour moi, si on est dans cette construction de qu'est-ce qu'on est, où on est, qu'est-ce qu'on veut être, où on va être, comment, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, oui, non, etc. Implicitement, intuitivement, mais c'est pas l'intuitif de c'est tombé comme ça, qui fait qu'on progresse en tant que leader. Mais le point que tu évoques, il fait le lien entre le leader et le poids dans l'organisation, peu importe c'est quoi cette organisation. Et j'adore, tu devrais le mettre dans tes prochaines présentations, leader de soi. J'ai aimé cette... ça vient de toi aussi. Oui, oui, parce que j'y crois énormément. J'y crois énormément. Parce qu'au fond, si on adopte cette philosophie à tous les échelons, et vous voyez que je n'ai pas parlé que d'entreprise, j'ai dit dans l'associatif, dans la vie sociale, dans la famille, avec ses amis, avoir cette posture-là, parce qu'on le fait avec soi-même, on veut aider notre écosystème, ou les gens avec lesquels on est en interaction, à le faire aussi. Qu'il soit même notre copain. Et on lui dit, mais est-ce que tu t'es questionné? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Etc. Ben, on aide chacun. Là, on s'aide les uns les autres à être leader de son évolution et de son destin. Est-ce qu'on va arriver? Pas sûr. Pas sûr que tout le monde va arriver à atteindre l'ambition qui s'est fixée le premier jour. Et ce qui est certain, c'est que, en ayant ce mode de raisonnement, ce mode d'interaction, de leader entre nous tous, on va faire en sorte que chacun peut être meilleur que ce qu'il aurait pu être sans ça. On va surtout faire en sorte que les sujets psychologiques que nous vivons à outrance dans nos différentes organisations disparaissent ou se réduisent. Parce que quand tu fais le bon diagnostic, la bonne lecture, le bon effort, si tu n'y arrives pas comme tu le voulais ou au point que tu voulais, tu n'as pas énormément de remords. Parce que tu as fait ce qu'il fallait, tu t'es entouré de bonnes personnes, etc. Mais tout le monde n'arrive pas. Moi j'ai en mémoire, dans ma première expérience professionnelle, au niveau de l'inspection générale de la Société Générale, et je garde un bon souvenir de cette école de formation qui m'a formé, on était recrutés en promotion. On avait un concours, etc. Et on était 10 de recruter, premier jour, 10 pareils. Et on nous disait, un an plus tard, il n'en resterait que 50 ou 60%. Donc c'était la bagarre. Et bien, plus tard, on a développé modestement ce que j'étais en train de vous expliquer. Et je suis parvenu à devenir chef de ceux qui sont rentrés avec moi en promo. Pour dire qu'on n'est pas obligé tous d'arriver à la même case quand on exerce le mécanisme. Et c'est pas trop mal. Parce qu'en faisant ce schéma-là, et en faisant en sorte que les collègues qui étaient avec moi, on a adopté cette philosophie ensemble, on a pu cohabiter. J'ai pu les aider à progresser et à aller faire leurs armes 1 année ou 2 ans plus tard ailleurs, et tout le monde est gagnant. Donc c'est juste pour dire que peu importe les rangs dans l'organisation, peu importe les rangs dans la société, alors on a parlé tout à l'heure de niveau d'instruction ou de savoir, l'essentiel c'est de faire en sorte qu'on soit mieux par le leadership bienveillant ou authentique entre nous, qu'on soit mieux que ce qu'on pourrait être si on n'était pas dans un monde pareil. Et il faut, pour rester dans ce que je disais à madame sur
les jeux d'influence, etc. Il faut comprendre que dans les thèses et les théories de leadership, c'est une forme d'expression de la théorie du bien et du mal. Et donc il faut qu'à la fin, ceux qui pensent du bien du leadership et de ses vertus sociétaux, au-delà de ses vertus pour l'entreprise, il faut qu'ils gagnent à la fin. Parce qu'il faut qu'ils arrivent progressivement à montrer que les autres modèles sont des modèles soit court-termistes, soit trop égocentriques, etc. etc. Bien, mais finalement on aura parlé du leader d'aujourd'hui, beaucoup plus que du leader de demain. Mais je vois qu'il y a encore une question. Non, je veux juste faire plaisir à Mme Khamichi, ma fille qui a 2 ans, qui a un ballon. En fait, elle est leader. Elle me dit, papa, allez, va chercher le ballon. C'est QFD, voilà, super. Voilà, mais je crois qu'on peut en rester là, même si on sait qu'on peut encore en discuter énormément. On a touché à plein de sujets. Tout ce que je vous dis merci, c'était très agréable pour nous trois, pour vous tous, j'espère aussi. Et bien, à la prochaine. Merci.